ravi, d'être avec vous, ce matin pour, ce troisième jour du grand circuit sur lequel on va parler, mobilité électrique, formation, qualification et assurance des installateurs IRVE, une conférence co-organisée avec l'AVER. Merci Bernard pour cette co-organisation depuis, maintenant, quelques années. Là, c'est la quatrième conférence de cette année. On a une conférence sur ce sujet tous les trimestres. Alors, il y avait un premier chiffre, que j'avais à vous donner, qui était, 1 000 000. 1 000 000. Est-ce que vous savez ce que c'est, 1 000 000, cher conférencier, avant de faire le tour de table de présentation? Vous avez une idée? Bernard? C'est ce qu'on va gagner si on est bon et si on est tiré au sort? Alors, ah non, ça c'est pas ça pourrait être ça. C'est fin 2023, c'est un chiffre, mais vous allez, Bernard, le détailler, plus pour l'AVER. Heu, 1 000 000 de véhicules 100 électriques fin 2023 et 500 000 de véhicules, hybrides. Donc 1,5 million, est-ce qu'on est, c'est à peu près ça? Oui, alors mes chiffres sont un peu plus supérieurs, un peu supérieurs. Voilà. Mais Je c'est dirais 2 millions de véhicules électriques immatriculés en 2024. Ah voilà, donc voilà, les choses ont progressé, les choses ont changé. On va y revenir. Alors, avant de commencer, cher conférencier, je vous propose de faire un tour de table de présentation. Peut-être on peut commencer dans l'ordre avec, Jean-Michel, qui vous êtes et qui vous représentez? Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, bonjour, merci Xavier. Jean-Michel Catrin, je suis le président fondateur de la société Testoon et nous sommes donc un fournisseur pour tous les métiers du contrôle, contrôle technique et nos clients donc sont des gens qui font du diagnostic, du test, du contrôle et principalement nous proposons des appareils de mesure qui vont avec et tous les outils pour équiper ces professionnels. Voilà, ça on en reparlera, merci, Jean-Michel. Abdelkarim? Oui, bonjour à tous. Abdelkarim Benrouma, donc je suis responsable technique de la formation chez Consuel, formation interne et externe, et je suis également responsable technique réseau de communication. Et donc aujourd'hui, j'interviens pour parler un peu de l'attestation de conformité Consuel et de la formation proposée par Consuel. Très bien, merci. Didier? Oui, bonjour à tous. Didier Bagnon, donc je suis responsable expertise client de la société Michaud. Cela intègre en particulier la responsabilité de la formation. Michaud, nous sommes fabricants de matériel électrique et en particulier de matériel pour les infrastructures de recharge des véhicules électriques. Merci. Fabrice? Fabrice Yégayan, bonjour à toutes et à tous, directeur national du développement de l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, très engagée en ce moment dans tous les sujets de transition écologique et énergétique, avec vraiment un nombre conséquent de formations pour accompagner les entreprises vers les transitions écologiques et énergétiques, et bien évidemment toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire dans ce mouvement. Voilà, merci, et ensuite, Bernard? Oui, bonjour, Bernard Guillard, donc Aver France. Aver France, c'est une association qui a été créée en 78. On peut résumer son activité par 4 verbes. En fait, c'est promouvoir, défendre, fédérer et informer le public sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la transition écologique liée au transport décarboné des véhicules et des marchandises. Donc cette association représente à peu près tout l'écosystème des fabricants de véhicules, de bornes, des installateurs, des utilisateurs, de la puissance publique, et cetera. Mais je pense qu'on va y On revenir. va y revenir. Donc il y a des diapos, là-dessus, puisqu'on aura un partage à la fois de diapos et puis de discussions et d'échanges ensemble. Alors Bernard, bon, j'avais commencé avec un chiffre donc qui était pas qui était pas, bon, en tout cas qui a évolué. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par faire une mise à jour? Et je crois que vous avez un baromètre, sur lequel vous tenez à jour tous les chiffres et donc ça, c'est toujours intéressant, comment ces conférences comme ça, pour mettre, à jour le public. Oui, tout à fait. Donc, là, vous voyez sur la première slide les 4 verbes dont j'ai parlé: promouvoir, informer, défendre et fédérer. Informer, c'est extrêmement important qu'en fait, sur le marché circulent des chiffres qui soient fiabilisés par, une association indépendante et qui soient garants de la réalité, qu'on n'ait pas un chiffre, qui vienne d'une partie de l'écosystème et un chiffre qui vienne de l'autre partie de l'écosystème. Bon, nos actions, effectivement, on fait de la veille, on fait du lobbying, on fait de la com, on fait des événementiels et puis on a, on a un certain nombre de, je dirais, d'intervenants qui sont des intervenants
très significatif au niveau du marché. On a tous les grands faiseurs au niveau de l'écosystème, de la mobilité électrique, qu'elles viennent d'ailleurs, si on peut passer la slide suivante. Ah oui, on va vous donner, J'ai pas je vais donner la zapette. zapette. Ouais, pardon. Voilà, merci. Voilà. Donc là, vous avez la chaîne déjà des utilisateurs, des moyens pour se déplacer. Hein, donc ça va des 2 € jusqu'au bateau. Aujourd'hui, on a un sujet qui arrive et qui commence à démarrer, qui commence à être significatif, c'est les camions. Oui, la logistique. La logistique commence à arriver. Est-ce que demain, il est pensable d'avoir des camions qui soient 100% électriques, etc. Comment on fait ça? Comment les transporteurs qui ont des investissements longs à mettre en place peuvent passer de véhicules thermiques à véhicules électriques? Comment ça se passe? Et puis de l'autre côté, vous avez donc la cartographie de nos 270 adhérents qui sont effectivement dans tous les domaines. Alors, sur les chiffres clés. Sur les chiffres clés. Alors, qu'est-ce qu'on voit 20% des ventes. Alors de là, pour le véhicules. décrire pour le public, parce que c'est écrit un peu petit, donc en abscisse, Pardon, on a en abscisse, c'est les années, En abscisse, c'est les années. et en ordonnée. En ordonnée, c'est les millions de véhicules. Ouais. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Et il y a deux couleurs. il y a dedans. 2 couleurs. Alors, il y a une première couleur qui sont les véhicules hybrides. Ça, c'est les bleus clairs. Hein. Oui. Et les bleus foncés sont les véhicules 100% électriques. Voilà. Donc là, il y a un cumul des deux qui Il est. y a un cumul des deux. On voit que la courbe elle est exponentielle et qu'à la fin de l'année 2024, on aura à peu près 2 millions de véhicules électriques roulant Ouais. dans le parc automobile français. En 2024, ces ventes de véhicules, qu'ils soient hybrides ou 100% électriques, représentent plus de 20% de la vente des véhicules neufs. Donc, c'est vraiment une tendance. Ouais. Alors, c'est pas forcément tout linéaire ou c'est pas forcément exponentiel, ça va pas forcément monter au ciel tout de suite, mais la tendance, elle est là. Et pour moi, la tendance, elle retournera pas en arrière. Et sur la partie droite de la slide, vous avez le nombre de stations de recharge qui sont ouvertes au public. Donc aujourd'hui, on en a plus de 150 000. Donc ça, c'est les stations de recharge publiques, ou Publiques. même en copropriété, elles sont pas comptées là-dedans. Elles ne sont pas là-dedans, Ouais. elles sont privées. Ouais. Donc c'est vraiment de la recharge publique. C'est-à-dire que vous êtes dans votre voiture, vous êtes soit en itinérance, vous allez d'un point A à un point B, et parce que vous faites beaucoup de kilomètres, vous devez recharger, donc vous devez vous arrêter pour charger. Donc sur un chargeur public, donc ils sont là-dedans. Ou vous allez faire vos courses, vous allez chez votre coiffeur, vous allez au cinéma, et là, vous bénéficiez d'une borne qui est sur un parking public et qui va vous recharger le nombre de kilomètres que vous avez fait pour arriver à ce point-là et pour retourner chez vous, pour avoir un déplacement en fait qui est neutre. Alors, et donc on arrive à combien là, le chiffre? Plus de 150 000. Plus de 150 000. Hein. Voilà, donc ça c'est les deux courbes. Est-ce qu'on a une idée du chiffre? Alors peut-être qu'ils sont après là, sur les chiffres dans le logement. Ah, Non, Non. j'ai l'évolution des véhicules. Voilà. J'ai pas pris les chiffres dans le logement pour l'instant. Ouais, ok. Mais c'est clair que dans le logement collectif, en ce moment, c'est une partie qui est en très très forte augmentation. De par deux systèmes, le système où on a un acteur public qui peut faire ce qu'on appelle la colonne horizontale, c'est-à-dire précabler Et des disques pour pas gratuitement, voilà, précabler les places de parking, et puis toutes les incitations qu'il peut y avoir aux copropriétés pour installer à travers un autre système, c'est-à-dire à travers des entreprises spécialisées qui viennent, qui mettent un point de livraison et qui permettent donc de distribuer la recharge électrique sur toutes les places de parking. Donc là, en gros, ce qu'on voit là-dessus, c'est la tendance, quoi. Aujourd'hui 2 millions, demain 8 millions. Ouais. 150 000, demain 400 000. Donc je reviens au sujet du jour. Pour installer 400 000 points de charge, il va falloir des installateurs et surtout pour les maintenir. C'est quelque chose à ne pas oublier. C'est-à-dire que si au moment des grands mouvements de population en France, pour les vacances, pour de longs week-ends, etc., on a des bornes qui, pour une raison X ou Y, ont des petits soucis, il va falloir qu'il y ait des gens pour les maintenir et des gens proches, qualifiés et qui savent intervenir rapidement et sans risque pour eux. Oui, c'est pas parce qu'on installe une borne que tout de Alors, suite je ne sais pas si je peux continuer à être bavard, mais un des principaux sujets avec les bornes de recharge électrique, c'est le seul équipement électrique qui est à l'extérieur, où il y a de l'électrique, il y a du mécanique, il y a de l'électronique. C'est manipulé par les non-sachants, donc accessible au public. N'importe quelle armoire électrique est fermée dans un placard, n'importe quel UPS est fermé dans une salle informatique,
Les data centers, on ne peut pas rentrer si on n'est pas habilité. Là, c'est électrique et c'est à l'extérieur. Donc, si cet équipement, pardon, si cet équipement, pour une raison X ou Y, ne fonctionne pas, il va falloir que l'intervenant arrive, mette la zone en sécurité, s'affranchisse de tous les gentils ou pas gentils automobilistes qui sont là, qui veulent aller à leur point de destination et qui ne peuvent pas charger, et qui disent mais quand est-ce que ça va marcher? Donc tous ces éléments sont à prendre en compte pour être sûr que le point de charge soit réparé le plus vite possible, avec une sécurité optimum pour les gens qui sont autour et pour l'opérateur. Alors justement, on va détailler, Bernard, on peut se poser la question, c'est combien il faut d'électriciens? Alors, je vois, c'est peut-être une question complexe, hein, mais Beaucoup. Combien il faut d'électriciens? Mais d'ailleurs, d'autres peuvent répondre aussi, hein. Combien il faut d'électriciens pour faire ce travail, hein, à la fois d'installation, parce qu'il y a besoin d'installer, puis après, il y a besoin de maintenir. On voulait aussi, en début de conférence, parce qu'on en avait discuté lors de la préparation, détailler les différents types de formations qui sont disponibles, parce que vous avez travaillé dessus à l'AVER et différents processus de formation qu'il y a. Absolument. Alors aujourd'hui, il y a des niveaux de formation que vous avez là. Donc il y a P1, P2, P3 qui sont, je dirais, les formations de base. P1, c'est qu'est-ce qu'une borne de recharge, qu'est-ce qu'on y retrouve et comment on l'installe. On parle de bornes là AC, donc courant alternatif, donc des systèmes relativement entre guillemets simples. Le niveau P2, c'est les mêmes bornes, mais qui intègrent une partie communication, parce que ces bornes, il faut qu'elles communiquent. Aujourd'hui, elles communiquent avec le véhicule. Elles peuvent. Pardon. Je suis désolé. Elles communiquent avec le véhicule. Elles peuvent communiquer aussi avec des systèmes de gestion plus globaux, soit des bâtiments, soit du système global qui est autour. Et puis, on a un niveau P3 qui est lié aux bornes d'essai, qui sont des bornes un peu plus complexes, où là, la spécificité de chaque fabricant est à prendre en compte pour s'assurer que l'intervention se passe du mieux possible au niveau de la mise en service. Ensuite, on a développé 2 niveaux de maintenance. Donc ça, c'est les qualifications. Qualification. Mais donc, il faut la formation qui soit en vis-à-vis. Absolument. En fait, ceci définit la règle de ce qu'il faut qu'il y ait dans la formation. Oui. Ça ne définit pas la formation, mais ça définit en gros, je dirais, le programme de formation que doivent transmettre le formateur aux gens qui viennent se former pour être capable de réaliser ces travaux. Très bien. Donc, au niveau de la maintenance, il y a 2 niveaux, MA1 et MA2. Pareil, maintenance complexe des bornes AC et maintenance complexe de bornes DC. Et puis, il y a une dernière compétence qui est étude et conception d'installation de bornes de réseau électrique. Là aussi, le véhicule électrique en tant que tel n'est qu'une partie de l'augmentation de la demande globale de l'énergie qu'on voit arriver partout dans notre société. Donc, comme cette utilisation n'est pas neutre en termes de demande d'énergie, il va falloir que ce véhicule électrique il soit connecté à tous les systèmes de gestion d'énergie qu'on peut avoir par ailleurs. Donc aujourd'hui, on a une borne qui communique avec une voiture, qui communique éventuellement avec des systèmes de paiement et qui peut communiquer demain aussi avec des systèmes de gestion d'énergie. Et après-demain, alors pas vraiment après-demain puisqu'on a une offre sur le marché aujourd'hui, la borne peut être bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle peut être capable de prendre de l'énergie qui est produite et entre guillemets qui ne sert à personne, ou de restituer de l'énergie ou une partie de l'énergie qu'il y a dans sa batterie pour aider à une pique de demande ou un problème quelconque. Oui, ça c'est sur le réseau. Enedis pourrait. Alors, sur le réseau, ouais. Ou on pourrait imaginer demain que dans votre habitation, vous êtes dans une copro, vous avez des panneaux photovoltaïques sur le toit qui chargent les batteries toute la journée. Quand vous arrivez le soir, il y a une demande, il y a un pic entre, on va dire, 18h et 22h. Ce pic est absorbé en partie par ces batteries qui ont fait tampon et qui ont été chargées toute la journée. Et si ça ne suffit pas, vous pourriez aller chercher dans les véhicules quelques kilowatts qui, eux, se rechargeraient pendant la nuit où l'énergie est la moins chère. Alors, et on a parlé de la partie étude, conception de... Donc, c'est lié à ça, c'est-à-dire qu'il faut voir les systèmes de manière extrêmement globale. Quand on crée, par exemple, un nouveau lotissement ou on travaille sur l'aménagement d'un nouveau quartier,
ou de nouveaux immeubles. Il faut vraiment prendre la gestion de l'énergie de manière globale et l'IRVE en fait partie. Voilà, donc là, on a posé le sujet, on va y revenir, Bernard, merci. Il y a une autre diapo, on peut la présenter peut-être juste, Benjamin, excusez-moi, Benjamin qui est à la réalisation. Sur l'avenir. Voilà, sur préparer l'avenir, oui, ça donne Ouais. une perspective un petit Ouais. peu. Ouais, c'est extrêmement important, je crois. Quand on voit les courbes, on voit bien le coup est parti. On a commencé cette transition. On est au début d'une évolution forte, voire une révolution de la mobilité électrique. Donc, comment préparer l'avenir? Ben, nous, la Vert France, on va continuer à parler à nos pouvoirs publics parce qu'il faut des aides pour faire cette transition. Il faut que cette transition, elle soit accessible à tous. Il ne faut pas que cette transition, elle génère une fracture sociale. Donc, il faut continuer à avoir des aides, il faut continuer à avoir des allègements fiscaux pour les installations et pour la transformation d'un parc de véhicules thermiques en véhicules électriques. Et puis, avec la compétence que l'on a aujourd'hui et les schémas qu'on appelle SDIRV, schéma IRVE dans les différentes régions ou par les différents syndicats électriques des départements, regardez où est-ce qu'on met la recharge. Donc, qu'elle soit privée à domicile, qu'elle soit en voirie, qu'elle soit sur les grands axes, et bien systématiquement revenir à l'usage. Est-ce que j'ai besoin d'une grosse borne d'essai pour charger très rapidement? Oui, bien sûr, si je suis sur l'autoroute. Oui, bien sûr, si je suis dans une dite station-service d'un supermarché. Mais si je viens faire mes courses et que je reste une heure dans le magasin, si pendant cette heure-là, je charge 10 km, peut-être que c'est largement suffisant. Oui, puis 80%, je crois, de la recharge se fait plutôt à domicile quand même. 80% de la recharge soit à domicile, soit au travail. Ouais. Parce que là aussi, il va falloir que les gens, quand ils vont au travail et qu'ils restent leur voiture, il faut que la voiture, quand elle est sur son parking, ce ne soit pas un point mort. Il faut qu'elle serve à prendre de l'énergie s'il y a de l'énergie disponible et peut-être en renvoyer demain si on en a besoin sur le site. Alors, merci pour ce tableau-là de départ, Bernard, mais on va continuer après la discussion. Fabrice, je voulais continuer avec vous. Voilà, sur la partie, donc on a la chance de vous avoir, vous êtes directeur de développement de l'AFPA, donc vous êtes en prise directe, vous voyez les besoins. Donc j'avais envie de vous poser la même question. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'électriciens qu'il faudrait pour répondre à ce besoin? Et puis, ça serait bien également que vous nous fassiez un témoignage de qui vient dans vos formations, qui sont ces personnes, comment ils se forment, comment ça se passe? Déjà, beaucoup d'électriciens et d'électriciennes. Il faut y penser. On travaille à la dégenrification des métiers. Et, je pense que les hommes, aussi bien les hommes que les femmes, ont leur place dans ce métier. Et donc, je dirais beaucoup. Je n'ai pas de chiffres aujourd'hui à vous donner. Je dirais juste beaucoup. En tout cas, nous, on a des demandes incessantes, des demandes pressantes. Également parfois, aussi bien sur le secteur des individus, des particuliers, que sur le secteur des entreprises B2C, B2B. J'insiste là-dessus parce que parfois, ce n'est pas tout à fait les mêmes compétences. Ce n'est pas le même service client, ce n'est pas la même attention et ce n'est pas forcément le même domaine d'intervention. Mais on va y revenir. Juste un mot sur l'AFPA. Oui, ce que vous disiez juste avant de l'AFPA, vous disiez aussi en préambule, c'est que ces tensions-là, vous les retrouvez sur plein d'autres métiers. Ah, aujourd'hui, c'est tous les métiers. Hein. Donc, ça veut dire que tous les secteurs sont en concurrence. Ouais. Ça signifie qu'il faut... il y a deux choses à travailler, à notre avis. C'est la question de l'attractivité des métiers. En quoi le métier de l'électricité, et en particulier ce secteur, est attractif? J'ai envie de dire qu'on jouit là déjà d'une bonne réputation. C'est lié à la transition écologique et énergétique. C'est donc une préoccupation des jeunes. Et il y a des jeunes et des moins jeunes, des gens qui choisissent aussi de s'inscrire et de s'engager dans la transition écologique et énergétique. Et ça, il faut le marteler. Et le deuxième sujet, au-delà de l'attractivité, c'est la question de la reconversion professionnelle.
il y a des parcours de reconversion professionnelle à construire, à proposer avec des gens qui ont eu un premier emploi, qui ont acquis des compétences, qui sont des compétences qui sont transférables dans le métier d'électricien. Et là, il y a de vrais viviers, à condition de peut-être moins lire les métiers d'une manière verticale que d'une manière horizontale, pardon d'être un peu compliqué, mais en clair, privilégier les entrées par les compétences et par les envies. Il y a des personnes qui peuvent avoir, encore une fois, envie de s'inscrire dans un secteur. C'est notre métier. L'AFPA est le premier acteur de la formation professionnelle en France. On forme chaque année plus de 160 000 personnes tout en les accompagnant. On est présent sur 126 sites, c'est-à-dire on a une couverture territoriale importante. Et au-delà de cette couverture territoriale importante, aujourd'hui, on a des entreprises, des grands comptes qui viennent nous voir pour pouvoir déployer des actions d'une manière homogène sur tout le territoire, à partir d'un seul point d'entrée et au plus près des besoins. Donc ça signifie que notre couverture territoriale, elle nous permet à la fois d'avoir une réponse nationale, mais aussi une réponse, encore une fois, au plus près des besoins. Une dernière chose, sur les 161 000 personnes qu'on forme, on forme chaque année 30 000 personnes dans les métiers du BTP. Je tiens à le dire, donc c'est-à-dire qu'on a une surface aussi d'attractivité qui est très importante. Notre métier, c'est pas que la formation aujourd'hui. Hein, je tiens aussi à le dire, c'est, comme on l'a dit, c'est aussi le fait d'attirer des métiers. Et la formation peut attirer des métiers. Quand on fait visiter nos plateaux techniques à des femmes, ça permet, ou à des hommes, ça permet à des entreprises de se dire j'ai à l'AFPA la reconstitution d'un plateau technique qui va permettre à des personnes de voir c'est quoi l'exercice de métier, comment on pose des bornes électriques, on est capable presque d'en faire un serious game à l'AFPA et de vivre mon métier au sein de l'AFPA, mon futur métier, et ça c'est important de le dire. Donc notre métier, c'est de l'attractivité, c'est fournir aux entreprises les compétences dont elles ont besoin, c'est bien sûr de la formation, et je vais en dire deux mots sur la formation après, et puis c'est aussi beaucoup d'ingénierie. Je vous entendais parler tout à l'heure du photovoltaïque. Aujourd'hui, on met en place des formations, notamment pour encourager la polycompétence, pour faire en sorte que, oui, il peut y avoir 3 corps de métier sur un toit, mais on peut essayer aussi de faire en sorte qu'il y ait une seule personne sur le toit qui a les triples compétences de connecteur, poseur, etc. etc. On est présent sur le champ des batteries électriques. On a ce qu'on appelle des incubateurs de compétences. Dans nos incubateurs de compétences qui sont financés dans le cadre de nos missions nationales de service public, je rappelle que l'AFPA est un EPIC, on invente les formations et les plateaux de formation de demain pour les métiers d'après-demain. C'est pour ça qu'on est par exemple très présent sur l'hydrogène, c'est pas le sujet du jour, même s'il peut y avoir des connexions, on en parlait tout à l'heure. Et donc c'est aussi notre travail. Donc notre travail, c'est de sourcer, d'attirer, de générer de l'attractivité, de former bien sûr, et au milieu de tout ça, de faire de l'ingénierie et de penser en permanence les métiers de demain. Alors, pourquoi Voilà, se former? ça, vous aviez commencé effectivement à y répondre, mais Oui. on va le détailler. D'accord. Alors, pourquoi se former? Et pourquoi se former particulièrement sur la question de l'IRVE? Pour répondre déjà à une demande croissante, on vient d'en parler. Le secteur des véhicules connaît une forte progression, on vient de se le dire. Donc, il faut que la formation soit dans cette logique d'accompagnement. Et pour cela, il faut qu'on ait les besoins des entreprises. Mais au-delà d'avoir le besoin des entreprises, on génère de l'attractivité à partir du moment où on est 2 ou 3. La meilleure façon d'attirer des personnes à l'occasion d'un job dating, c'est quand les organismes de formation, l'AFPA, fait des opérations avec les entreprises, voire avec les financeurs, les conseils régionaux, France Travail, avec des acteurs de l'emploi. Financeurs de formation. Hein. Des financeurs de formation. C'est quand tous ensemble, on arrive à être tous ensemble qu'on arrive à générer de l'attractivité. Je vais vous le dire, pour moi, l'attractivité, c'est un sport d'équipe. Donc, il faut réunir l'équipe et faire en sorte qu'ensemble, on génère de l'attractivité, sans oublier la presse quotidienne régionale, qui est un vrai allié. Et il faut savoir travailler avec eux. Ce que vous faites là aujourd'hui, c'est de la bonne communication. Ouais. On a une idée, vous avez une idée du nombre d'électriciens que vous formez par an sur la partie IRVE? Alors c'est un peu pointu. Oui, aujourd'hui, les chiffres oscillent entre 300 et 500 par an. Ouais.
Voilà. Ouais. Spécifiquement, Sur la partie IRVE. spécifiquement sur la partie RVE. Mais on va y revenir parce que du coup, je crois qu'il faut qu'on soit clair sur les formations. Jean-Michel voulait dire Oui. quelque chose parce que Non, c'est juste peut-être pour rebondir parce que moi j'avais cru comprendre que ces dernières années il y avait une espèce de pic de formation en 2022 je pense, et puis on est peut-être redescendu un petit peu. Vous voyez ça à l'AFPA? Parce que j'ai beaucoup de clients qui sont des centres de formation qui m'ont indiqué ça. Est-ce que ça correspond peut-être à des vagues? Et ça, c'est la première question. Et la deuxième, le ratio entre la formation à l'installation et à la maintenance, parce que tu en as beaucoup parlé. Moi, j'ai l'impression qu'on a formé beaucoup d'installations, mais peut-être pas encore beaucoup à la maintenance. Vous ressentez ça ou pas? Oui, déjà, vous avez raison, on a un peu le mal de mer quand on parle de vagues. Oui, en clair, on a les vagues, mais on a eu la même vague sur Linky, hein, quand on était engagé sur Linky. Et on s'est même posé la question comment on n'était pas plus arrivé à faire en sorte de la reconversion de compétences de Linky vers l'IRVE. Donc là, il y a peut-être quelque chose qu'on a raté, mais bon, c'est pas parce qu'on l'a raté qu'on ne peut pas le récupérer. Donc oui, il y a des vagues. Bizarrement, on a peu eu d'action sur la maintenance. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ça peut s'expliquer par le sujet des installations aujourd'hui. Je ne sais pas si j'y réponds à votre question. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore tout un travail à faire justement sur cette partie maintenance. Et Ouais. puis probablement que on a vu la première vague d'installation, peut-être des grandes entreprises qui ont formé des bataillons d'électriciens internes, mais ensuite, il y a encore énormément de besoins pour accompagner notamment les copropriétés, où c'est encore tout reste à faire. Oui. Alors, à mon avis, peut-être que le bataillon se heurte au 1+20. Au 1 pour 20, voilà, ou 20 pour 1, enfin, je ne sais pas comment le dire, on verra ça tout à l'heure. Mais là, il y a peut-être un petit sujet qu'il faut voir. j'ai compris le 1 plus. Ça, c'est du teasing pour la suite. Ah oui, ok. Donc, Alors, allons-y. vous allez voir. Parce que tout le monde avait l'air de comprendre, sauf moi. Alors. Non, parce que c'est une interrogation qu'on nous. Si on peut être et en faire un petit débat, voilà. Pour nous, il y a un petit sujet. Vous voyez ce que je veux dire sur je crois qu'on est d'accord. Ensuite, bon, pourquoi se former? Obéir au contexte réglementaire, hein, qui est les conditions relatives aux qualifications requises pour la conception, parce qu'il y a un contexte réglementaire. Vous l'avez dit tout à l'heure avec le P1, P2, P3. C'est ça qui est gênant. Peut-être, hein, si je m'arrête. Il ne faut pas que la qualification réglementaire, l'habilitation remplace la formation. Hein, parfois, moi j'ai été étonné par rapport au CACES, si je prends l'exemple du CACES. Le CACES ne garantit pas la compétence. Et il faut faire gaffe à ce que la qualification et l'habilitation puissent garantir la compétence. Ouais. Et quand on parle de compétences, je vais mettre les pieds dans le plat tout à l'heure, mais c'est bon de mettre les pieds dans le plat. Nous, on aime bien dire qu'un installateur de borne électrique, bien sûr c'est un technicien, mais c'est aussi quelqu'un qui répond à un service client et à un besoin d'un client. Donc la question de la posture client, quand j'interviens chez un particulier, elle est aussi importante. Didier va y revenir, oui, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, bien sûr, c'est contribuer à la transition écologique et énergétique. Oui, ça se décrète pas. Hein. Je pense qu'il y a à la fois un discours à tenir, une culture, et puis la formation, elle est là aussi pour accompagner les changements culturels. Le changement des habitudes, alors ça concerne à mon avis peu notre sujet aujourd'hui, mais sur la question de la transition énergétique, sur des changements d'habitudes, sur la construction du bâtiment, là, c'est clair, la formation accompagne la culture. Ensuite, c'est la diversification des services. Pour les installateurs électriciens, être qualifié permet de diversifier l'activité, ça c'est clair. Et je crois que cette question-là de la diversification, de la polycompétence ou de la polyvalence, il faut la poser aujourd'hui, et je pense que les entreprises se la posent. Nous, on est là aussi pour accompagner ces sujets de polycompétence, donc on croit à la formation. Et puis je vais le dire, la formation, on y croit parce que la compétence est un objet vivant. Même si on est à peu près sûr aujourd'hui d'être compétent, pouvoir repartir en formation régulièrement, ça permet aussi de se reposer des questions et d'éviter d'avoir trop de certitudes, parce que trop de certitudes, il n'est pas forcément bon pour l'application des compétences. Et puis,
dernier point, c'est les opportunités de carrière pour des professionnels qui suivent des formations agréées à la pause des RVE, qui sont forcément très recherchées. C'est des C'est-à-dire référents qu'aujourd'hui, techniques. tous ceux qui sortent de votre école, ils trouvent tout de suite un travail? Alors, c'est pas une école. On est Du un centre de formation, organisme, pardon. Tous ceux qui on est sortent. un organisme de formation. Alors je On va reformule. pas Tous être copains, tous hein. ceux qui sortent du centre de formation trouvent un travail tout de suite. Euh, non, ce serait Ouais, prétentieux de ouais. dire ça. On est un peu plus humble. Non, aujourd'hui, nos chiffres, c'est à peu près 70% de Ouais. personnes qui trouvent un travail dans les 6 mois de leur activité. Ça, c'est pour les 161 000 personnes. Si on parle allez, un exemple, on parle des scaphandriers travaux publics qu'on forme à l'ancienne base des sous-marins de Lorient, c'est 100% de personnes Et qui sur trouvent un l'IRVE emploi. alors, Et sur l'IRVE, je serais tenté de dire qu'on n'est pas loin de 90 ouais. de 90%, parce que ce sont des personnes qui sont déjà dans le métier. Donc, en flair, les personnes que nous, on forme, on n'a pas besoin déjà de les intégrer dans le métier, sauf pour la formation IRVE, qui sont des personnes qui ne sont ni électriciens, enfin, notre formation IRVE, qui ne sont ni électriciens, qui n'ont pas d'expérience dans l'électricité et qui, du coup, se forment à l'ensemble du parcours électricien, qui est de l'ordre de 155 heures. On avance? Allez. 455 heures. Alors, si on avance, c'est quoi les profils pour être qualifiés, hein? On sait que l'entreprise, pour qu'elle soit qualifiée, c'est un peu ça l'ambiguïté. C'est pas la personne qui est qualifiée, il faut que ce soit l'entreprise qui soit qualifiée. Donc, ça peut poser quelques questions qui sont intéressantes. L'entreprise, pas la personne, doit répondre à plusieurs critères administratifs et techniques. Et là, elle doit justifier de moyens techniques, moyens matériels et humains à raison d'un référent technique par tranche de 20 salariés. En clair, vous avez 20 électriciens, il faut que sur les 20, il faut qu'il y en ait un qui ait la qualification. Les autres, ils savent, ils connaissent leur métier de l'électricité, ils sauront faire. Donc, ils n'ont pas, en clair, avec plein de guillemets, ils n'ont pas besoin de cette qualification. D'accord? Sur une population de 20 électriciens, il faut qu'il y en ait au moins un qui ait la qualification. Ça va? Et donc, ça veut dire que les autres peuvent ne pas avoir été formés. Les autres peuvent ne pas avoir été formés. Ouais. Et c'est là où on pense que celui qui a la qualification IRVE pour l'entreprise, il a une énorme responsabilité. Parce qu'il a une responsabilité de transmettre l'esprit de la qualification auprès des électriciens. Nous, je pense qu'on va être d'accord, nous, on va encourager à ce que les électriciens aient toute la formation, parce que ce sont derrière des garanties de qualité. On voit un niveau de qualité, plus on a de personnes formées, on imagine, hein, il y a un impact sur la qualité de ce qui va être installé, hein. Bien sûr. Ouais, voilà. Alors, les profils, ce sont des techniciens exécutants électriciens, sont des chefs d'équipe, sont des conducteurs de travaux, ce sont des chefs d'agence, ce sont des directeurs d'entreprise, encore une fois, pour que l'entreprise soit qualifiée. Alors, comme on dit, hein, je viens de le dire, hein, la qualification IRVE ne s'impose pas à tous les salariés, mais à l'entreprise. Dès lors que le référent a validé une des 3 formations agréées qui peut être dispensée par l'AFPA, par exemple, le référent technique aura néanmoins une mission de transmission, et ça, on insiste là-dessus. Mais est-ce que justement on les forme à cette mission de transmission ou on les forme juste à l'installation électrique? À chaque fois qu'on peut, accompagner la transmission, et je suis content qu'on emploie le terme transmission, parce que c'est vraiment notre métier, à nous, organismes de formation. On transmet des compétences, nous sommes des fournisseurs de compétences. Mais on espère qu'à chaque fois qu'on transmet des compétences, on transmet aussi des valeurs, on transmet du service, on transmet la passion du métier, on transmet la qualité de travail. On tient à ce qu'à l'AFPA, les formateurs aient au moins 5 ans d'expérience pour qu'ils connaissent le métier, Ouais. et qu'ils soient toujours en phase. Voilà. Donc, cette question-là, oui, pour nous, elle est centrale. Ouais. Alors là, je vois, il y avait des niveaux d'études. Est-ce qu'on peut décrire ce tableau, ce que ça veut dire en fonction du niveau d'études, il y a un niveau d'expérience? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'expérience exigée, si on a un niveau 7, elle est de 1 an. Si on a un niveau de type DUT, BTS, elle est de 2 ans. Si on a un niveau bac, elle est de 3 ans. Et si on a un niveau CAP, BEP, elle est de 4 ans. Et si on n'a pas de formation initiale dans le domaine d'activité, le niveau d'expérience exigé, il est de 6 ans. Et donc, ça signifie que, bien évidemment, il faut montrer patte blanche pour pouvoir répondre aux exigences de la formation. On appelle ça chez nous des prérequis.
Voilà, alors après, je crois que vous avez quelques diapos, mais on ne va pas les détailler toutes parce que c'est Comment ça, on va pas les non, détailler non, tous? parce que là, sinon on est mort là pour la conférence. Mais non, mais il y a des diapos. Juste, attendez, on va les remettre pour Non, résumer, hein. oui, On va juste dire le nombre d'heures de formation, hein, si ça vous va. oui, Le oui. public pourra les télécharger en fin de conférence et aura tout le contenu. Ouais, vous avez tout le détail hein, sur le contenu de la formation, Ouais, mais c'est vrai qu'on en a touché 2 mots juste avant. Sur le niveau P1, c'est 7 heures de formation. c'est ça. Sur le niveau P2, c'est 14 heures de formation, mais le niveau P2, on l'a dit tout à l'heure, ça intègre tous les éléments de communication, de connexion qui sont nécessaires, ce qu'on appelle les grappes, hein, le fonctionnement en grappe. Donc ça, c'est le niveau P2 et le niveau P3. Les 2 premiers niveaux sont sur, bien évidemment, l'AC. Là, on est sur le DC. On en a aussi parlé tout à l'heure. Et là, on est sur une formation de 14 heures. Ouais. Sachant qu'on fait le pack P1, P2, P3 en 35 heures, c'est-à-dire une semaine de formation. C'est ça, donc une semaine de formation, ce qu'il faut retenir, hein, grosso modo, et un électricien, il est formé sur tous les sujets. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y en a un dans une structure de 20 électriciens, donc il n'y en a qu'un seul qui a besoin d'être formé, et il peut transmettre après aux Qualifié. autres, qualifié, Qualifié. et il peut transmettre après aux autres électriciens ses compétences. Vous pensez que ce niveau de 1+20 qui est imposé par qui est proposé par le législateur, parce que on peut faire, les entreprises ont le choix de dire, moi je prends un référent pour 5 et je vais former tout le monde, ça c'est un choix de l'entreprise. Vous pensez qu'aujourd'hui ce 1+20 c'est un chiffre qui est 1 pour 20 qui est pas suffisant, qu'il faudrait améliorer, qui est éventuellement un risque de non-qualité lié à ça? Enfin, comment vous réagiriez par rapport à ça? Moi, j'aurais tendance à dire que les entreprises sont sérieuses. Elles connaissent leur métier, elles connaissent leurs besoins. Donc, c'est vraiment une affaire de management d'entreprise. Et je pense que c'est une question qu'il faut poser au niveau de l'entreprise. Alors, la législation impose 1 pour 20. L'entreprise peut décider parce qu'elle a un souci de qualité, parce qu'elle sait que son business à venir va passer par la satisfaction client et que la satisfaction client, c'est du capital pour l'entreprise et que la formation, du coup, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc, qu'est-ce que j'investis en termes de formation auprès de mes salariés? Si l'entreprise juge que 1 pour 20, c'est suffisant et que le 1 pour 20, c'est quelqu'un qui va manager l'équipe, qui va le transférer et que l'entreprise est organisée pour, oui, si l'entreprise a besoin d'être plus sécurisée, elle va demander un programme de formation. Est-ce qu'on a croisé, là, on comprend Abdelkarim, là, vous qui êtes au consuel, mais on va rentrer plus dans le détail, mais est-ce qu'on a croisé ces données en disant le nombre de personnes formées qualifiées dans l'entreprise et la qualité des installations? Est-ce que vous croisez ces données-là? Oui, en fait, Il faut, la qualité des le micro n'est pas installations. ouvert, hein. Ah si. C'est ouvert. Il faut bien le mettre dans l'axe comme Oui. ça. Ouais. Donc, la qualité des installations dépend de la connaissance de ceux qui réalisent l'installation en termes de règles de l'art Ouais. de réalisation de ces installations IRVE. Et donc, la formation initiale sur l'IRVE est donc primordiale pour que les personnes qui vont installer donc, ces IRVE aient tous les éléments pour réaliser des installations conformes. Oui, mais est-ce que vous avez croisé les données en disant, voilà, je sais qui a installé, donc je sais que si cette installation est de qualité ou pas de qualité en fonction du nombre de personnes? Ça, on n'a pas Vous avez pas les fait informations. Donc, nous, quand on vérifie l'installation, on vérifie la mise en œuvre de l'installation, quelle que soit la personne qui l'a réalisée. Donc, on juge la qualité de l'installation mise en œuvre. Didier, je vais vous prendre le micro là pour donner à Bernard juste. Alors, Bernard, parce que finalement, on voit la montée en puissance dont on a besoin, et ça veut dire qu'il faut des installations de qualité qui soient réalisées, parce que sinon, on installe, et puis si le temps de disponibilité n'est pas suffisant, finalement, on n'a pas suffisamment de bornes. Oui, alors la formation est fondamentale. Et je reviendrai à la qualité du service client qui est rendu par les entreprises. Et puis aussi, on est dans le domaine électrique, donc on a une notion de sécurité. Oui. Et ça, C'est-à-dire quoi là? Un lavabo qui fuit, ben, c'est pas grave, on peut y plonger. Quelqu'un qui mettrait le doigt où il faut pas le mettre, ça peut être beaucoup plus grave. Donc il y a une notion de sécurité aussi à prendre en compte. Je reviens vers vous, Fabrice. Donc peut-être Didier va vous. Voilà. Non, mais c'est pour vous passer les micros. Donc il y avait une dernière diapo là sur la formation, sur les programmes de formation pour les personnes qui n'ont pas de compétences en électricité, hein. Donc
Alors, voilà, ça c'est le programme IRVE pour les personnes qui n'ont pas de compétences en électricité. C'est un programme de 450 heures. Donc, si quelqu'un souhaite s'inscrire dans un programme d'électricien, il peut suivre cette formation de bout en bout. Je voudrais juste rajouter quelque Il y a chose. combien d'heures là, donc le programme? 455 heures. Il y a, il y a- 450. il y a 35 heures sur l'initiation de base à l'électricité. Il y a 70 heures sur l'installation des équipements élémentaires. Connaître les équipements électriques des IRVE, c'est 35 heures. La mise en œuvre des équipements IRVE de recharge normale, c'est 70 heures. La mise en œuvre des équipements IRVE de recharge rapide, c'est 35 heures. Et avec une période en entreprise, on y tient, qui sera de 3 semaines. Je tiens à dire que sur ces formations, on organise des job dating en fin de formation, mais je le dis aux entreprises, on organise aussi des stages dating. À J plus 4 semaines de l'entrée en formation, on propose aux entreprises de venir rencontrer nos stagiaires. L'entreprise peut venir faire la promotion de son métier et du coup proposer les stages aux personnes qu'on est en train de former, ce qui est un premier moyen de faire rentrer une personne dans l'entreprise et j'ai envie de dire de sécuriser le recrutement. Je rajoute une chose très importante sur la qualité de service et sur finalement ce qu'on a abordé du management. Je pense que on n'a pas de leçons à donner aux entreprises du BTP sur le management, c'est plutôt des entreprises qui sont exercées, enfin, qui ont de l'expérience et qui savent ce que c'est que d'accompagner les personnes. Mais il faut y accorder une attention importante aujourd'hui, parce que le décrochage, on parle beaucoup de décrochage scolaire, on parle beaucoup de décrochage formation. Dans l'alternance, il y a beaucoup trop de décrochage. Ça passe aussi beaucoup par le management et la manière dont on accueille les personnes, dans la manière dont on donne du sens au travail, dans la manière dont on travaille en équipe, etc., etc. Oui, vous voulez dire décrochage, donc c'est des gens qui commencent et puis qui finissent pas, hein, c'est ça? Oui, ou qui restent un mois dans l'entreprise et qui partent Ouais. parce que ça ne leur convient pas. On est dans une génération de surfeurs et de zappeurs, hein, ne l'oublions Euh, pas. Fabrice, je voulais vous poser une question. C'est parce que vous formez les personnes, après derrière ils sont qualifiés. Ouais. Et est-ce qu'on peut donner des trucs, finalement les points de vigilance en termes de formation pour réussir à coup sûr sa qualification? Les trucs pour réussir sa qualification. Est-ce que vous avez un retour d'expérience en disant voilà, il faut insister sur tel point parce que c'est les points d'échec sur la qualification? Déjà, ce ne sera jamais la valeur d'une formation qui fait la valeur d'une personne, ça va être la valeur d'une personne qui fait la valeur d'une formation. Je pense qu'il faut pouvoir le dire. Non, il y a pas de truc si ce n'est bien préparer son projet et avoir une vision très claire du métier. Mais généralement, on a peu de problèmes de ce type-là parce que, d'une part, elles sont quand même assez bien accompagnées en amont. Ouais. On a des programmes pour des personnes qui sont sans projet, pour les remobiliser sur des projets. Par exemple, ça s'appelle prépa compétences. Et je le dis, on a fait des prépa compétences nucléarisées, par exemple, pour le nucléaire ou navalisées pour le naval. On peut très bien faire des prépa compétences autour de la mobilité électrique pour des personnes qui décident. Ce sont les employeurs et avec les financeurs et bien évidemment avec France Travail. Mais derrière, quand on organise ce genre d'opération, on donne la possibilité à des personnes de vraiment construire leur projet et que ce ne soit pas un projet par défaut. Parce que parfois, il y en a marre des projets qui sont là par défaut. Il faut que la personne s'inscrive véritablement dans un projet. Donc, pas de trucs et astuces en tant que tel, si ce n'est de créer les conditions qui vont permettre à une personne d'aller vers une formation. Abdelkarim, oui. Oui, donc je voulais insister sur le fait que la formation n'est qu'une composante pour la qualification. Ça veut dire que c'est un élément Ouais. du dossier qui permet à l'entreprise de se faire qualifier par un organisme de qualification agréé. Les autres composantes, alors, du coup? Donc les autres composantes, c'est tout un dossier que les organismes de qualification demandent à l'entreprise dans cette attestation de formation avec un niveau de connaissance, avec une note minimale à avoir qui est de 14 sur 20, donc au test final de la formation. Voilà, donc ça c'est clair. Alors on va continuer, merci Fabrice, mais on va continuer, Merci. on vous garde avec nous bien sûr, mais on va continuer ce tour de table pour donner une vision un peu globale du sujet avec Didier. Quand on préparait cette conférence, on se disait, mais la formation technique, oui, mais c'est pas suffisant. Vous commencez à en parler tout à l'heure. C'est nécessaire, pas suffisant, parce que ça dépend des clients. Et je crois que vous, c'était bien que vous témoigniez sur la manière dont vous accompagnez les électriciens, sur comment est-ce qu'on déploie une infrastructure dans une copropriété, parce que ça, c'est un sujet, parce que la copropriété, c'est sociologique, hein, c'est complexe, et il faut comprendre les jeux d'acteurs qu'il y a dans la copropriété.
Oui, tout à fait. Et je voulais rebondir sur un sujet qui est évoqué par mon collègue de l'AFPA, c'est l'attractivité des métiers. Et je crois que la transition énergétique et les IRVE en particulier sont aussi l'occasion d'une diversification assez forte du métier d'électricien, diversification des compétences nécessaires. Souvent, quand on dit électricien, on pense tout de suite homme en bleu avec un tournevis, enfin, métier manuel, euh, métiers pour lesquels, malheureusement, les jeunes n'ont pas forcément toujours de l'attrait. Mais en fait, pour réussir sur ces métiers de la transition énergétique, il y a aussi beaucoup d'autres compétences qui peuvent être nécessaires. Et en particulier, je vais insister sur des compétences commerciales, des compétences de gestion de projet. Alors, c'est ce qu'on vit, nous, particulièrement, s'agissant de la copropriété. Nous formons des entreprises d'installation à accompagner les copropriétés sur l'installation d'infrastructures de recharge. Alors, en particulier, dans le cadre de la mise en œuvre d'un réseau électrique auto, qui est l'une des solutions qu'évoquait Bernard tout à l'heure, c'est-à-dire mettre en place une extension du réseau public de distribution à l'intérieur d'un parking. Lorsque l'on fait ça, entre la prospection initiale qu'un installateur va pouvoir avoir auprès de sa clientèle jusqu'à l'installation des bornes, la mise en service des bornes et j'allais dire le suivi dans la durée, on a comptabilisé, si on détaille vraiment tout ce qu'il y a à faire, 26 tâches différentes, successives, à réaliser par l'électricien. Et sur ces 26 tâches, c'est ce qu'on voit sur l'image à droite de l'écran. Alors, ce n'est pas très lisible, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les petits pavés violets concernent des compétences commerciales. Les pavés orange, des compétences de gestion de projet. Et seuls les pavés marron à droite de l'écran correspondent à des compétences d'installation proprement dites. Donc, le tournevis, c'est simplement sur 3 tâches sur 26. Tout le reste, c'est du commerce. Tout le reste, c'est la gestion de projet. Donc, rentrer dans ce métier de la transition énergétique, pour des jeunes, ça peut être tout à fait un métier attractif aussi pour des commerciaux, un métier attractif pour des ingénieurs, bien au-delà de l'idée qu'on se fait de l'installateur électricien. Et puis, les responsables d'entreprise, les chefs d'entreprise ont des profils qui évoluent aussi forcément. C'est-à-dire que ceux qui réussissent dans ces métiers-là, c'est des gens qui ont su intégrer soit eux-mêmes, soit dans leur management, d'autres typologies de profils pour pouvoir avoir une activité qui soit vraiment performante sur tous les domaines. Alors, ça, c'est vrai dans la copropriété, mais dans le tertiaire, on va le trouver aussi. Voilà. Sur les tâches, là, juste pour revenir sur ces tâches-là, là, on a une répartition en nombre, mais est-ce qu'on a une idée en termes de temps sur le temps que ça représente sur un projet J'allais dire, c'est encore pire. C'est-à-dire Ouais. que la partie installation proprement dite, c'est quelques minutes. Ouais. Installer une borne de recharge en copropriété, c'est fixer un produit au mur, ça prend 20 minutes dans le pire des cas. Après, c'est raccorder, raccorder 4 bornes, donc ça prend pas longtemps non plus. Et puis mettre en service, c'est rapide aussi. Ouais. Les gestes doivent être techniques et précis, de qualité, mais ils sont pas très longs. Hein. Mais c'est pas ça qui est long, effectivement. Ouais. Par contre, tout le reste prend du temps.
Voilà, donc c'était le premier point que je voulais développer. Le deuxième point, alors qui va concerner peut-être davantage le marché du neuf, il y a aussi bien entendu des compétences de calcul, des compétences de dimensionnement en utilisant des logiciels ad hoc. Alors, quelle que soit la typologie d'installation, hein, qu'on soit en installation d'une infrastructure tertiaire ou en copropriété, on peut avoir des calculs à réaliser, donc il faut savoir utiliser des logiciels adaptés. Et bien entendu, il y a des formations euh, également prévues pour cela. Autre point, on est quand même aussi sur un métier en pleine évolution. Euh, Bernard l'évoquait, les technologies évoluent, les bornes communiquent entre elles. On peut faire communiquer des bornes avec un superviseur, avec la voiture. On a parlé tout à l'heure du véhicule to grid. C'est des technologies qui évoluent sans cesse, qui évoluent beaucoup. Et donc, là, les fabricants, dont je fais partie, ont aussi leur rôle à jouer dans le développement de ces compétences. Euh, et de façon générale, si on réfléchit transition énergétique, ça serait encore plus fort. Disons que le besoin initial qui était de recharger des véhicules électriques évolue vers la nécessité d'optimiser la consommation énergétique à l'échelle d'un site, hein. Donc, il faut piloter la recharge en fonction de la puissance disponible. Il y aura demain du couplage avec le photovoltaïque pour pouvoir utiliser l'énergie produite, la stocker dans les batteries, c'est ce qui a été évoqué, éventuellement s'en resservir plus tard, à un autre moment de la journée. Il faut aussi optimiser sa recharge en fonction du coût de l'énergie. Alors on parlait tout à l'heure de recharger par exemple la nuit au moment où l'énergie est la moins chère. Après, on peut avoir, selon les fournisseurs d'électricité, une diversité de tranches tarifaires plus importantes. On peut avoir des jours rouges, des jours bleus, etc. Donc, il va falloir réfléchir de façon globale entre le moment où l'énergie est la moins chère, le moment où on peut avoir de la production photovoltaïque, par exemple, optimiser la consommation globale du bâtiment. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, pour éviter de prendre un abonnement électrique plus important et donc plus coûteux malgré l'installation de bornes de recharge. Donc, il y a des solutions techniques qui existent pour cela. Et donc, nous, fabricants, naturellement, on a vraiment notre rôle à jouer aussi pour faire connaître ces solutions et puis apprendre aux installateurs électriciens à les installer, les utiliser. Le temps de formation, la formation que vous avez mise en place, alors c'est quoi? C'est combien de temps de formation pour, sur la partie donc gestion de projet, j'ai compris, commercial? Après j'ai des questions là qui sont tombées là, je vais vous les poser. Bon, en général, nous, toutes les formations que l'on dispense sont des formations d'une journée. Ouais. Donc, celle que vous évoquez concerne une formation qui s'appelle Accompagner une copropriété dans son projet IRVE. Donc, c'est une formation de 7 heures. Alors, très, très dense, hein. Ouais. J'en ai donné une avant-hier sur Metz. Voilà, la journée est bien complète. Ah oui, donc là vous vous déplacez en fonction des lieux, Et effectivement, donc une journée bien complète, hein, les installateurs repartent avec plein d'idées pour faire évoluer aussi leur business. Merci, Didier. Alors j'ai une question, qui est posée, c'est, de Stéphane, qui est électricien, qui dit: «La lourdeur administrative est énorme». Du coup, ils sont sur un projet, IRVE depuis 2 ans. Donc, il y a aussi cette gestion de projet, là, on en parlait, qui est très longue. Et puis ça vaut une question aussi pour Bernard. Est-ce qu'on peut pas diminuer ces lourdeurs administratives? Alors, effectivement, c'est aussi une des raisons de plus pour se former, parce que c'est d'autant plus lourd qu'on tâtonne. Et certains électriciens
qui se lancent dans ce business-là sans avoir reçu une formation spécifique, bah forcément, ils vont tâtonner un peu. Il y a des choses toutes bêtes, hein. Enedis a mis en place un portail, par exemple, pour effectuer sa demande de raccordement. Bah, il faut savoir comment le remplir. Si on ne l'a pas vu faire au moins une fois, eh bien, on ne sait pas, on va faire des erreurs, le projet va mettre plus de temps que prévu, etc. De la même manière, oui, Bernard, est-ce qu'il n'y a pas des éléments pour fluidifier les dossiers des électriciens? Alors oui, alors on essaie d'y travailler. C'est vrai que dans le logement collectif, c'est quand même long et quelque part difficile parce qu'on a une copropriété. Quelquefois, dans une copropriété, le bailleur, son problème numéro 1, c'est de recouvrir les charges. Et quand on commence à lui parler de recharge de véhicules électriques, il dit: «Ah oui, il faut que j'isole avant», et cetera, et cetera. Donc il y a une foule de choses qui arrivent en même temps, qui effectivement complexifient les dossiers et qui ne les rendent pas forcément accessibles de manière rapide. Au niveau de la verre, évidemment, on y travaille, on essaye d'aussi à travers nos portails, pareil, je roule en électrique ou des choses comme ça, de donner un maximum d'informations, toujours pour accentuer cette formation et de façon à ce que tout le monde puisse s'approprier ce métier-là et le rendre opérationnel le plus vite possible. Alors, on va continuer là sur le processus. Donc, on a vu la formation technique, la formation gestion de projet et commerciale. Tout ça, c'est pour arriver à Abdelkarim sur des qualités d'installation qui fonctionnent. Et est-ce qu'on peut dire, donc, on peut détailler les différentes attestations de conformité, parce que vous avez des attestations que vous délivrez, Oui, tout à fait. et Donc, rappeler qui vous êtes, ce que vous faites, effectivement, ce donc, cadre-là. un petit rappel concernant le Consuel. Le Consuel, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1964. Donc, cette année, on a fêté nos 60 ans. 60 ans de service donc, auprès des électriciens, auprès des utilisateurs des installations électriques. Et la mission, c'est donc assurer la sécurité donc, des usagers des installations électriques et également donc, la conservation des biens. Donc, pour les usagers de l'installation électrique, c'est tout ce qui est donc, choc électrique, contact direct, contact indirect, qui peut soit donc, conduire à une électrisation, voire une électrocution. Et pour la conservation des biens, c'est tout ce qui est risque d'incendie d'origine électrique. Le Consuel vise des attestations de conformité après s'être assuré que l'installation électrique est en sécurité. Donc, le contrôle de l'installation fait par Consuel porte principalement sur les points de sécurité de l'installation. Et depuis 2004, donc, le Consuel est reconnu comme étant un organisme d'utilité publique. Alors, juste pour rentrer dans ce détail, parce que vous ne faites pas, les électriciens le savent, hein, mais il y a des Oui. maîtres d'ouvrage qui nous écoutent également. Vous n'allez pas sur le terrain sur toutes les installations, donc vous avez des échantillonnages. Comment Justement, vous faites cela? Oui. le Consuel fait ce qu'on appelle donc des visites par sondage. Ouais. Ça veut dire que en fonction de l'historique de l'installateur, donc le Consuel décide s'il va donc contrôler l'installation ou pas. C'est un contrôle par sondage orienté. Ce qui veut dire qu'en connaissant les installateurs par rapport à leur réalisation, on juge s'il est opportun d'aller les contrôler sur telle ou telle installation ou pas. Oui, on peut imaginer un scoring, alors on appelle ça ce mot-là. Vous avez un score et en fonction, si vous installez mal, donc du coup, on va venir vous contrôler plus Voilà, souvent, hein. effectivement. Donc, c'est en fonction donc, des précédents contrôles de l'installation, de l'installateur. Donc, si on voit que l'installateur donc, fait des installations avec beaucoup d'anomalies, on va le contrôler plus souvent que quelqu'un qui réalise des installations conformes. Ouais. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le sondage orienté et qui permet donc de porter vers le haut donc les connaissances et les compétences des installateurs, notamment ceux qui ont du mal à réaliser des installations conformes. Donc, on va les accompagner plus que ceux qui ont des compétences et des connaissances et qui réalisent donc des installations qui respectent les règles de sécurité. Oui.
Une autre question, Oui. on va en parler avec EDF, cet après-midi. Je sais qu'avec Consuel et EDF, sur le photovoltaïque, vous avez mis en place des programmes de formation. Quand vous constatez des défauts qu'il y a sur des installations, après vous venez former les installateurs pour qu'ils montent en compétences. Est-ce que sur la partie IRVE, vous faites la même chose? Sur la partie IRV, donc le Consuel propose la formation de niveau 1, donc qui porte sur les règles de l'art de la mise en œuvre d'une installation IRVE. Et nous formons également donc, sur les colonnes électriques qui tiennent compte également donc, du calcul, du dimensionnement des IRVE. Et donc sur un électricien qui aurait des défauts d'installation ou des non-conformités, vous venez les reformer derrière? Euh, Ou il y a une obligation? Est-ce qu'il peut y avoir une perte de qualification? Enfin, non, il y a pas d'obligation de se reformer si l'installateur il a donc sa qualification initiale. Donc nous, on l'accompagne sur le terrain donc, par le contrôle. On lui explique donc, ce qui ne va pas. ouais, Et donc, il y a des contrôles renouvelés s'il y a des points de sécurité fondamentaux qui ne sont pas respectés. très bien. Bon, ça c'est clair. Donc Ouais. maintenant, alors les types d'installations, les types d'attestations, Alors, donc, il y a deux types donc, de raccordement des IRVE au réseau électrique. Donc, le premier consiste à ce que l'IRVE soit raccordé à un point de livraison. alors là, il faut décrire le tableau. Là, je Oui, peux tout à faire fait. l'exercice. Il y a du vert, du jaune. Oui, Juste tout pour à fait. Donc, expliquer le public. j'y arrive. Donc, les deux grandes catégories donc, de raccordement de l'installation d'IRVE, donc soit la création d'un PDL PRM dédié pour donc, alimenter l'IRVE, et là, donc, c'est le décret 72-11-20 qui s'applique. Et dans ce cas-là, donc, pour les installations associées à des bâtiments d'habitation, donc il faut fournir une attestation jaune pour ce cas-là, donc création d'un PDL. Pour les autres bâtiments, donc par exemple les bâtiments recevant du public ou des travailleurs, et pour les IRVE qui ne sont pas associés à un bâtiment, ce sont des attestations vertes qu'il faudra fournir. Donc les autres, c'est les bâtiments LRP, par exemple, ERP tertiaires. tertiaires, recevant des travailleurs. Ouais. Donc, pour ces bâtiments-là, quand il s'agit d'une IRVE donc associée à la création d'un nouveau PDL, c'est une attestation verte qu'il faudra fournir. Également pour les installations sur la voie publique qui ne sont pas, elles, associées à un bâtiment. La deuxième façon de raccorder une IRVE, c'est de la raccorder, ce qu'on appelle le raccordement indirect, où on vient alimenter l'IRVE sur un point de livraison existant. Et dans ce cas-là, donc il y a on distingue deux situations, soit donc le point de livraison où l'installation, donc IRV, la puissance de l'installation IRVE ne dépasse pas 36 kW. Et dans ce cas-là, donc on est en puissance limitée. Pour la maison individuelle, il n'y a pas d'obligation d'attestation de conformité si on se raccorde sur un point de livraison existant. Mais l'installateur, il peut déposer une attestation de conformité pour s'assurer de la qualité de réalisation de son installation. Pour les bâtiments hors habitation, il n'y a pas d'obligation non plus quand il s'agit de raccordement indirect pour une puissance inférieure à 36 kW. D'accord ? Pour les puissances surveillées, donc puissance supérieure à 36 kW pour l'IRVE ou un PDL qui dépasse les 36 kVA, dans ce cas-là, l'attestation devient obligatoire. Pourquoi elle devient obligatoire? Parce que ce qu'il faut vérifier, c'est la compatibilité entre la partie neuve de l'installation, qui est l'IRVE, et la partie existante. Il ne faut pas que la partie rajoutée sur le point de livraison mette en cause la sécurité de la partie existante, notamment pour les puissances surveillées. Donc, il y a un calcul à faire. Et pour ces installations, donc, il faudra fournir l'attestation de conformité, mais également un dossier technique dans lequel l'installateur doit regarder les courants de court-circuit et les pouvoirs de coupure des protections qu'il met en place au niveau de l'installation. Donc, ce dossier technique est analysé par les techniciens consuels
Et donc, lors de la visite sur site, il est pris par 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 l'inspecteur avec l'attestation de conformité pour voir les éléments qui caractérisent l'installation qui a été mise en place. D'accord? Alors, comment le consuel accompagne donc les installateurs au niveau de l'IRVE? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on les accompagne par la formation du niveau P1, la formation qualifiante également sur les colonnes électriques. Donc, sur les colonnes électriques, il y a deux formations. Une formation destinée aux installateurs électriciens qui dure 2 jours et dans laquelle on aborde l'IRVE, et une formation qui concerne pardon, les chargés de travaux, d'accord, chargés d'études. Et ceux-là, donc, ils se forment sur un autre module qui est de 3 jours et dans lequel également, donc, il y a l'IRVE qui est abordé et le calcul de dimensionnement de l'IRVE dans les parkings. Alors, vous voyez souvent, merci pour ces précisions, vous voyez des non-conformités, j'imagine. Oui. Donc, la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y en a plus en IRVE que dans les autres installations électriques? Et quel type ça c'est pour faire progresser notre public, quel Ouais, type ouais. de non-conformité vous voyez le plus souvent? Est-ce que vous avez des stats là-dessus à nous donner? On a des stats, donc ceux de 2024 ne sont pas encore sortis, mais les principales donc, anomalies qu'on rencontre, c'est plutôt donc, de la mise en œuvre. La mise en œuvre, donc en termes donc, soit en dimensionnement qui n'est pas adapté d'une protection, soit donc un câblage qui est mal dimensionné. Voilà, ce sont des points qu'on rencontre assez Ouais. souvent. Les problèmes de mise à la terre aussi qui reviennent assez souvent. Donc, Ouais. ce qu'il faudra retenir, c'est que même si on est dans l'existant, il n'y a pas de mesure compensatoire à l'absence de prise de terre. Donc, pour installer une IRVE, il faut absolument avoir la possibilité de créer une prise de terre pour que l'IRVE puisse fonctionner. Et on a une idée du pourcentage de dossiers sur lesquels il y a des... Je ne les ai pas en tête. Parce qu'il y a Donc, les non-conformités qui oui. sont graves et pas graves, ou que vous avez un nom là-dessus? Bah, on a donc les résultats de 2023. Il y a à peu près plus de 40% donc d'installations non conformes, Ouais, dont à peu près 3% d'installations dangereuses ouais. sur lesquelles le consuel est retourné pour une deuxième visite pour s'assurer que les anomalies graves ont été levées. Oui, parce que les anomalies graves, donc du coup, là, on peut pas mettre en tension Ah, tout à fait. Donc, s'il y a une anomalie qui porte atteinte à la sécurité, jugée grave, l'installation n'est pas mise donc, en service. si c'est non grave, on peut la Il mettre y en a, service. il y a des anomalies donc, où on demande à l'installateur de lever l'anomalie, de nous prouver qu'il a levé l'anomalie, Ouais. et c'est pas bloquant donc, pour le visa de l'attestation. Mais s'il y a un point de sécurité important donc, qui n'a pas été respecté, le consuel retourne sur site pour s'assurer que ce point a été bien traité et que l'installateur a levé l'anomalie. Non, mais c'est super, donc ça nous rassure sur la qualité des installations. Bernard, vous vouliez Ouais. préciser quelque chose? Oui, oui, j'avais en tête que les installations IRVE étaient un petit peu plus qualitatives que les installations générales. Effectivement, on trouve une petite différence au niveau comment dirais-je, des taux, mais ça reste quand même des installations électriques qui mettent en jeu des puissances importantes. Et donc, on fait très attention à ce que ces installations soient sécurisées. Dernier point donc, que je voulais aborder, donc, je voulais juste donc, terminer pour dire qu'on accompagne également des installateurs en mettant des modules de formation gratuits sur le site de Consuel, dont un module sur l'IRVE que nous avons publié fin 2023-2024 et qui donc traite à la fois de la réglementation, des démarches que l'installateur doit donc mener concernant l'attestation de conformité et qui explique aussi donc, les obligations de formation, aussi bien pour l'installation, pour la maintenance et pour les études. Voilà. Ces modules sont gratuits, donc voilà, on vous invite à aller les consulter et à les faire. Vous avez combien de contrôleurs? Vous appelez ça les contrôleurs, des personnes qui vont sur le Des site? inspecteurs. Des inspecteurs, il y en Voilà. a combien d'inspecteurs? Aujourd'hui, Consuel, c'est un peu plus de 400 personnes. Ouais. Et on a à peu près 200, un peu plus de 200 personnes sur site.
inspecteurs donc qui vont sur site et Inspecteurs contrôlent. qui font les inspections des installations électriques. Hem, voilà, donc ça c'est bien. Didier, j'avais une question donc du coup sur cet aspect, technique aussi de conformité des installations, bah, ça peut mettre, un grain de sable dans un projet, global et donc les installateurs ont tout intérêt à ce que ce soit bien fait dès le début. Bien entendu, effectivement, si l'attestation, consensuelle n'est pas, donnée, les délais, seront rallongés le temps de la remise en conformité. Donc, oui, bien sûr, hein, les installateurs ont tout intérêt à se former de façon à passer cette inspection, du mieux possible. Combien de temps ça décale de combien le projet quand il y a une non-conformité, bon ça dépend j'imagine ce qu'il y a à Bah, faire écoutez, mais tout dépend de la réactivité de l'installateur. Si par exemple, lors du premier contrôle, on note des anomalies graves, donc tout dépend de la réactivité de l'installateur à remédier à ces anomalies. Donc, et nous, on réintervient sur site pour s'assurer que ces anomalies ont été bien levées. Et par la suite, donc l'attestation de conformité est visée dès que donc, on juge que l'installation est en sécurité. Enfin, ça peut prendre plusieurs semaines au global, le temps de ah de ouais, c'est ça, reprogrammer un nouveau rendez-vous, Tout à fait, tout voilà. à fait. On a d'intervenir, vite ouais. perdu un mois, hein. Ouais. Voilà. On peut redonner, Didier, ça on n'en a pas parlé, si, ou vous tous, ou Bernard, sur le projet d'une IRVE, d'installation IRVE, entre le moment où j'ai un rendez-vous commercial, si on regarde un peu ces différentes, ce différent planning. Ça dépend complètement de la typologie de l'installation, mais si on parle de la copropriété, Ouais, c'est un des domaines qui est le plus long, puisque, bah, il y a tout un process de soumission des projets en assemblée générale, avant la réalisation des travaux. Aujourd'hui, en copropriété, il faut compter 18 mois entre, la demande initiale et la mise en service des points de charge. ouais. Oui, donc on voit qu'il y a quand même un processus qui est long, qui nécessite d'être anticipé. J'imagine que c'est très déceptif quand en plus on n'a pas l'attestation, Justement. au bout du bout, parce que les copropriétaires attendent les bornes. Alors on continue, ce tour de table Jean-Michel, avec vous. On avait dit comme ça on balayerait un peu tous les sujets. On a balayé l'aspect, formation technique, formation commerciale, gestion de projet, maintenant attestation de compétences, attestation de conformité pardon, et maintenant regardons un peu les équipements, le matériel, hein, les instruments de mesure qui sont nécessaires, pour les installateurs, de manière à assurer des bonnes qualités. Oui, alors c'est un des éléments pour obtenir ces qualifications. En fait, on en a parlé, hein, il y a tous les aspects, donc formation technique, il y a l'aspect administratif lié effectivement à la constitution du dossier de qualification. Et dans la qualification, il y a certaines qualifications qui suggèrent ou parfois obligent l'entreprise ou l'installateur à avoir du matériel. Donc c'est du matériel qui va être... c'est une obligation de moyens en fait, hein, qui sont dans les qualifications. Donc, et dans ces obligations de moyens, il y a certains types d'appareils de mesure. Voilà, et donc c'est à ce titre-là que nous sommes amenés à conseiller les professionnels et à conseiller indirectement les centres de formation, puisque ce sont les centres de formation qui vont prescrire aux professionnels le matériel dont ils vont devoir se doter pour obtenir leur qualification. Hein. Ça, c'est un élément, c'est pour la partie qualifiée. Et puis, il y a également la partie sécurité de l'électricien lui-même et de son environnement. Hein. Donc, il y a aussi beaucoup de dispositifs autour de ces notions de la protection individuelle, la protection collective. C'est des sujets également où on est amené à conseiller les professionnels et les prescripteurs. Et donc, c'est à ce titre que je voudrais vous donner 2-3 informations sur ce qu'on peut proposer. Voilà. Donc, Testoon, c'est une entreprise que j'ai créée en 2007 et qui, depuis cette époque, équipe les professionnels de matériel, de logiciels et de services pour toutes les entreprises qui conçoivent, installent et maintiennent ou contrôlent des bâtiments et des systèmes engagés dans la transition énergétique, la santé et la sécurité. Et donc, à ce titre, nous représentons des centaines de fabricants de matériel. Pour la plupart, ce sont des appareils de test, mesure, contrôle et diagnostic.
Et nous fournissons ces solutions, alors principalement à des entreprises qui sont engagées dans le contrôle technique, donc comme le Consuel, comme les bureaux de contrôle, comme les diagnostiqueurs immobiliers, comme les experts en bâtiment, toutes sortes d'experts, on va dire, qui vont venir faire uniquement la partie contrôle dans l'écosystème de ces installations, mais également les gens qui doivent s'auto-contrôler, c'est-à-dire, dans le cadre de leur activité, vont devoir vérifier eux-mêmes. Par exemple, avant que le Consuel vienne, je vais moi-même, en tant qu'électricien, faire mes propres vérifications pour éviter une non-conformité du Consuel ou du bureau de contrôle ou du diagnostiqueur. Et donc, à ce titre, nous avons une offre très, très variée. Ce que je voudrais faire comme remarque, c'est que déjà, quand on est sur un processus avec une qualification ou une certification qui demande du matériel, souvent, c'est vrai que c'est un gage que les professionnels sont équipés, qu'ils ont un niveau minimum de matériel requis, mais souvent ça fige les choses. C'est-à-dire que ça va figer les choses à un moment donné dans le temps, mais également ça va figer les choses sur parfois un minimum. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir en disant « je voudrais juste le minimum qui m'est demandé pour la qualification ». Et nous, on leur dit bah « oui, mais le minimum qu'on va vous demander pour la qualification, elle a été définie par un décret de 2017. Et à l'époque, en 2017, les appareils ils étaient un peu de la préhistoire des appareils de mesure. Depuis, les appareils ont évolué et peut-être que vous pouvez faire mieux. Vous pouvez utiliser des appareils plus performants, plus faciles à utiliser, plus économiques et d'une façon générale qui vont améliorer d'une part votre productivité, d'autre part la qualité de votre prestation. Donc à ce titre, ce que j'aimerais indiquer, c'est que quand on regarde par exemple l'IRVE, c'est un des marchés comme le photovoltaïque, comme les télécommunications, ce sont des marchés comme l'énergie d'une façon générale, ce sont des marchés sur lesquels il y a une évolution technologique permanente. Les premières générations de bornes qu'on a posées, je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé à poser des bornes, Bernard, 2015, 2016 peut-être. Prenez le micro, Bernard. Oui, un peu avant, hein, 2013. Voilà, bon, ces premières générations, alors je ne sais pas à la combienième génération on en est aujourd'hui, mais c'est un peu comme les télécoms, on parle de la 1G, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, on arrive à la 6. Dans le domaine des bornes, alors après ça dépend si on parle d'AC, de DC, mais il y a eu des évolutions technologiques énormes, ce qui fait qu'aujourd'hui les premières bornes qui ont été installées sur le domaine public, pour la plupart, elles ont été déjà remplacées au moins une fois, elles sont quasiment obsolètes. Elles n'étaient pas communicantes, on va dire les premières, maintenant elles sont toutes communicantes, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire ça, puis surtout, on a eu une transformation aussi de la prise. La Ouais. prise. C'est-à-dire que les premières générations, Les on avait une connectiques, prise qui les s'appelait connectiques. T3, et maintenant, nous sommes passés en T2, depuis que nos chers Européens ont décidé. Didier connaît bien ça là, sur les générations de bornes. C'est à quel rythme que ça évolue Quel rythme je dirais enfin, ça évolue en permanence, hein, mais des grandes générations de produits, peut-être tous les 4-5 ans. Ok. Et tout ce qui tourne à la sécurité, bien évidemment, c'est pris en compte depuis le début, mais tout ce qui tourne aux méthodes de facturation, aux méthodes de contrôle à distance, il y a eu des évolutions énormes. Et quand on voit aujourd'hui comment est constituée une borne DC 300 kW, c'est des équipements d'une très grande complexité, puisque ça mêle de l'électronique haute performance, de la basse tension, de l'énergie, de la très haute tension, de la télécommunication. Et ce sont des outils, lorsqu'on doit les installer et les maintenir, pour un professionnel, c'est complexe. Hein. Et on est dans ce... On l'a vécu dans les télécoms quand les installateurs de bornes comment on appelle ça, de téléphonie mobile. Il y a toujours une évolution qui fait que dans un premier temps, les fabricants, quand ils sortent leur nouveau matériel, les installateurs ne sont pas forcément formés pour. Donc souvent, les fabricants s'impliquent eux-mêmes dans l'installation. Ils viennent faire les premières installations pilotes. Et puis si la borne, elle ne marche pas, ils la ramènent à l'usine pour la réparer avant de la ramener. Bon, ça marche dans le début du déploiement, mais ça ne fonctionne plus au bout d'un certain nombre d'années. Au bout d'un certain nombre d'années, le fabricant doit donner la main à tout son écosystème d'installateurs qui va même lui éventuellement sous-traiter. Il va y avoir une chaîne de sous-traitance. Et donc, la compétence doit se diffuser, mais également la facilité de mise en œuvre et de maintenance doit également avancer. Et les fabricants d'appareils de mesure suivent cette tendance en proposant des solutions qui aussi vont accompagner les professionnels pour pouvoir réaliser ces prestations sur le terrain de façon le plus efficace possible. Donc, par exemple,
Sans rentrer dans les détails, parce qu'il y en aurait pour, pour très longtemps, mais il y a une première génération, les électriciens, donc 2013, 2014, 2015, ils avaient à leur disposition que les outils classiques de l'électricien, le multimètre, la pince de courant, le mesureur de terre. Okay. Ensuite, il y a eu une deuxième génération qui est arrivée dans les années 2017-2018, c'était les adaptateurs à la connectique IRVE, c'est-à-dire un petit appareil, c'est celui qui est à droite là sur l'écran, avec une connectique. Alors à l'époque, on pouvait changer le connecteur parce que justement les connecteurs n'étaient pas standardisés, ou alors quand on achetait l'appareil, il fallait spécifier avec quel connecteur. Maintenant, on a un connecteur standardisé en Europe et donc ça facilite le travail. Mais ce petit boîtier, il réalise quelques fonctions de contrôle très très basiques pour vérifier le bon fonctionnement de la borne, mais il ne fait pas les tests de sécurité. Donc il va servir d'interface. On va relier les appareils de mesure de sécurité. Il va servir d'interface avec la borne. Et puis la troisième génération, c'est celle qui déboule depuis 2-3 ans et qui va continuer à débouler dans les années à venir. Et j'en dirai quelques mots après. C'est les appareils qui sont dédiés pour les applications IRVE. C'est-à-dire que c'est un appareil, une valise, un petit appareil très simple, dont la fonction est de réaliser une vérification de bon fonctionnement, une vérification de sécurité, une vérification de métrologie éventuellement. Et là, on est vraiment sur de l'appareillage dédié. Ces appareils dédiés, dans un premier temps, c'est des valises qui coûtent cher, et puis petit à petit, on intègre de plus en plus et on arrive sur des solutions qui sont plus efficaces et plus économiques pour tous les professionnels. Donc cette tendance, on la voit, on est en plein dedans en ce moment. Et si je regarde à quoi, donc, qu'est-ce qu'on va proposer? Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut faire une qualification P1, P2, P3, il y a un kit de matériel obligatoire. Donc si vous venez chez nous, on va vous proposer le kit constitué d'un VAT, d'un adaptateur et d'un contrôleur d'installation. Mais depuis ces premiers kits qui ont été définis il y a quelques années, maintenant il y a des appareils tout en un qui vont pouvoir également générer un rapport de recette. La recette, c'est un point important entre un installateur et son maître d'ouvrage. De savoir faire un document qui va permettre de dire « je vous donne l'installation dans cet état », et donc ça valide la fin de l'installation, et d'avoir des outils qui permettent de faire la recette. C'est des choses qui ne sont pas demandées explicitement dans les qualifications, mais ça me semble une évidence pour pouvoir faire un travail de qualité. Voilà. Ensuite, on va avoir des outils. Oui, parce que quand on a fait la recette, après on passe dans la phase maintenance. Exactement. Donc, donc ça, c'est hyper important pour l'installateur de dire j'ai recetté, maintenant s'il y a des problèmes, c'est de la maintenance. C'est de la maintenance, exactement. Et donc d'avoir des outils pour faire ça, c'est aussi extrêmement important. Ensuite, on a des outils donc, qui vont... Alors, il y a des notions de protection. Alors, il y a une autre chose qui se passe aujourd'hui, c'est que les réglementations sur les bornes elles-mêmes ou sur la sécurité des bornes elles-mêmes, elles évoluent aussi avec le temps. Parce que ces dernières années, on a vu arriver des obligations, par exemple, de disjoncteurs différentiels très spécifiques. Des disjoncteurs différentiels en courant continu ou 6 mA ou des choses comme ça. Un disjoncteur différentiel 6 mA, ça n'existait pas dans les installations électriques jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, c'est une obligation dans certains types de bornes. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi les appareils de mesure qui soient adaptés à vérifier ces disjoncteurs différentiels 6 mA. Là, je parlais avec un fabricant ce matin qui me disait, aujourd'hui, quand il y a des grandes installations, c'est pas toujours facile, lorsqu'on est sur une borne, de savoir à quel disjoncteur on est relié. Et donc, d'avoir un petit appareil très simple on va brancher dans la borne, on appuie sur un bouton, on voit lequel déclenche. Bon, bah, c'est simple, mais il faut encore que l'appareil soit adapté à cette fonctionnalité-là. Et donc, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Il y a des outils qui vont être de plus en plus compacts ou de plus en plus économiques, comme par exemple voilà, une espèce de petit pistolet qu'on va brancher dans la borne et qui va faire un diagnostic complet sur le fonctionnement et quelques éléments de sécurité. Il y a des outils de plus en plus intégrés, de plus en plus connectés, c'est-à-dire l'appareil jaune, par exemple, qui vient de la société Fluke. C'est un appareil qu'on va connecter à une borne et qui va dérouler tout un ensemble de contrôles, et il va directement générer le rapport. C'est-à-dire qu'il va directement faire un PDF, il va faire le rapport sans avoir besoin d'avoir forcément un ordinateur associé avec beaucoup de câbles pour connecter tout ça ensemble. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Il y a un sujet également sur tout ce qui est le développement de l'offre testeur d'essai. Les testeurs d'essai, jusqu'à maintenant, ils existaient
quasiment pas. Je crois qu'il y avait un seul fabricant qui faisait des testeurs d'essai. Et donc, en ayant une forme de monopole, ils vendaient ces appareils très chers. Et donc, ils étaient réservés une forme d'élite d'installateurs. Et donc là, on va commencer à rentrer dans la phase où il va y avoir d'autres fabricants qui vont proposer des solutions pour le test des bornes d'essai et qui permettra également d'équiper des gens qui vont faire de la maintenance directement sur site et plutôt que d'éventuellement devoir renvoyer les bornes à l'usine si on n'a pas les équipements. Et puis, il y a tout un sujet sur la métrologie dont on ne parle pas beaucoup en France. Mais ce sujet, je le suis parce que ce soit en Asie ou que ce soit aux États-Unis, il y a un vrai sujet sur voilà, quand on me donne 42 kWh, est-ce que j'ai bien reçu 42 kWh? Quand on me dit que ma voiture va être finie d'être chargée dans 42 minutes, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Donc la fiabilité de l'information qui est délivrée par la borne, c'est de la métrologie. Et ces sujets-là, ils vont être abordés également dans les années qui viennent. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais s'il y a des questions, je pourrais y répondre. La métrologie, elle vaut aussi pour les appareils de mesure aussi qui La sont. métrologie, c'est toujours une chaîne. Ouais, Donc, ouais. la métrologie. Alors, on dit la métrologie de la borne parce qu'elle, elle délivre des éléments facturables. Ouais. Elle délivre une énergie facturable. Mais en général, on parle de la métrologie des appareils de mesure, mais on fait de la métrologie sur les pompes à essence, on fait de la métrologie sur les balances dans le commerce, on fait de la métrologie sur les points de livraison gaz ou électricité, on va faire de la métrologie sur les bornes électriques. Là, j'avais quand même une ou deux questions là pour revenir sur ces matériels. Quand on regarde pour donner des éléments de coût, hein, alors c'est toujours, il faut les mettre en regard des gains de productivité, de la non-qualité. On a compris qu'il y avait des coûts, ce que disait Didier Abdelkarim aussi, c'est qu'il y a des coûts induits par la non-qualité qui sont colossaux parce que il faut repasser, ainsi de suite. Le matériel, la valise complète sur lequel on peut tout, j'ai compris, on peut presque tout brancher, faire son test complet avec sa recette, ça coûte combien? Et Alors, puis, le pack de base minimum, hein, mais le minimum pour avoir ces qualifications, donc si on n'est pas équipé du tout, souvent l'électricien il a déjà un certain nombre d'équipements, mais le pack minimum pour être P1, P2, P3 et avoir le pack obligatoire pour avoir ses qualifs, c'est 1000 à 2000 euros à peu près. Après, si on veut avoir des packs maintenance, et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur la maintenance, parce qu'on voit aujourd'hui assez peu de demandes, aussi bien de personnes qui souhaitent se qualifier à la maintenance que de personnes qui s'équipent spécifiquement pour la maintenance. Il y en a quelques-unes. Là, on est plutôt sur des kits à 4-5 000 euros par technicien. Et quand on parle de DC, borne d'essai, un appareil juste pour vérifier le bon fonctionnement, la conformité d'une borne d'essai. Une borne d'essai, il y a des protocoles de communication, donc c'est des choses complexes. On est aujourd'hui sur du 10-15 000 euros l'appareil juste pour vérifier la borne. Ah oui, donc voilà, on voit, il y a des coûts qui sont induits, mais aussi des gains de productivité et il y a des marchés aussi. Et il y a un potentiel de baisse avec la volumétrie et la concurrence qui est en train d'arriver. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là sur le matériel? Je crois qu'on a à peu près. Non, il n'y a pas de questions. On a à peu près tout dit. Didier, là, vous sur le matériel, est-ce que vous avez des autocontrôles aussi sur les matériels que vous déployez? Oui, bien entendu, oui. Tous les matériels sont testés de façon à garantir que, sortie d'usine, ils soient fonctionnels. Et puis, après, il y a toute une organisation SAV qui est mise en place, bien entendu, au cas où des problèmes soient rencontrés sur le terrain. Donc, nos installateurs sont aussi formés pour cet aspect-là. Il y a un enjeu, comme le disait Jean-Michel, Bernard, sur la partie comptage de l'énergie. Parce que je compte l'énergie, c'est ce que je facture au client. Et donc, est-ce qu'il y a une obligation aujourd'hui de vérifier les appareils sur le comptage de l'énergie? Alors non, pas à ce titre-là, puisqu'aujourd'hui, quand on facture, en fait, on facture pas l'énergie, on facture le service de fourniture d'énergie, pardon, dans un espace donné pendant un temps donné. Par exemple, si on charge 3 kW sur une place de parking qui est autour de l'Étoile, ou si vous êtes dans un petit village de 2000 habitants, on peut estimer que le coût de la recharge ne soit pas le même, parce que le stationnement aussi coûte. Il y a des pays qui sont un petit peu plus en avance sur tout ce qui est, je dirais, comptage et cette partie-là de surveillance en fait, de ce qui se passe, notamment l'Allemagne, qui a une législation qui s'appelle Eichrechtskonformität, je ne suis pas très fort en allemand, mais ça sonne quelque chose comme ça, où sur la borne, il doit y avoir des metteurs, et le metteur doit garantir que ce qu'on voit
comme sur une pompe à essence standard, ce qu'on voit sur l'émetteur, c'est bien ce qu'on va retrouver sur sa facture en termes de kilowatts. Je pense qu'effectivement, c'est une des parties qui va probablement demander un fort développement. Parce qu'aujourd'hui, si on va charger, ça va dans un sens. Donc, effectivement, bien s'assurer que quand on paye 10 kilowatts, on reçoit bien 10 kilowatts. Mais quand on va restituer ces kilowatts en V2G ou V2X, là, est-ce qu'il ne va pas y avoir une nouvelle déperdition, hein, parce que les équipements aussi consomment. Donc, il y a cette notion de mesure, qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce que je renvoie. Et puis, il y a une notion aussi de cybersécurité hyper importante, parce qu'il y a de la data qui va passer d'un endroit à l'autre. Oui, sur la cybersécurité, alors il y a des choses qui sont faites sur les bornes Alors, je pense que tous aujourd'hui. les fabricants y travaillent, hein, Ouais. parce qu'effectivement, les fabricants ou les gens qui gèrent les bornes, oui, c'est important, oui, parce que la data fonctionne. Demain, on aura une norme qui va s'appliquer qui s'appellera la 1518, qui sera dans l'absolu et dans le, comment dirais-je, dans nos rêves, le plug and play, c'est-à-dire qu'on branche sa voiture, la borne reconnaît la voiture, reconnaît votre carte de crédit, elle sait si elle peut charger, etc. Enfin, Mm. voilà. Donc, quand on en arrivera là, il faudra effectivement que les notions de cybersécurité soient hyper verrouillées, parce qu'on aura beaucoup de data qui circuleront. Est-ce que les électriciens, Didier, sont formés, ça vaut pour vous, pour l'AFPA, Fabrice, ils sont formés à la cybersécurité aussi, parce que c'est des enjeux. Oui, c'est forcément un sujet chez nous, la cybersécurité. On ne le pensait pas, et d'autant plus que la cybersécurité, c'est aussi des gestes quotidiens. Donc oui, c'est vraiment un sujet qu'on a. Donc ça fait partie de ces compétences transversales qui sont en train de traverser les métiers. En tout cas, oui, chez nous, il y a un programme de cybersécurité. Didier? Et pour les fabricants, je confirme juste que c'est effectivement un sujet de préoccupation majeure. Dès lors qu'on a des bornes qui sont en lien avec le réseau, il faut se préoccuper de la cybersécurité et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attaque potentielle à ce niveau-là. Donc oui, on y travaille comme bien entendu tous les autres fabricants. Oui. On peut donner des éléments de coût également. On ne les a pas donnés pour les électriciens. Des éléments de coût de formation. Par exemple, c'est quoi le budget formation P1, P2, P3? Jean-Michel a donné des éléments de coût là, pour le matériel. Là, je ne les ai pas en tête. Sur les éléments de coût de Ouais. formation, il va être difficile de vous les donner. Je sais pas, c'est quoi l'enjeu? C'est-à-dire Ça coûte combien? Je sais pas, c'est pour donner une échelle de grandeur, hein, sans que soit trop dans le détail. Didier, sinon. Oh, je crois que les formations doivent être de l'ordre de 400-500 € la journée. Oui. Nous, on est aussi dans ce registre-là pour les Oui, donc sur formations. 3 jours de formation, c'est. C'est ce que j'allais dire, ça ne va pas au-delà de 800 €. Ouais, ok. Et sur la partie qualification, vous avez une idée, Abdelkarim, vous savez Ce sont les organismes de qualification Ouais. donc, qui fixent les prix. Je ne les ai pas, donc je peux pas. Oui, Donc, donc on là, a cité les Ouais. Qualifelec, Ouais. d'autres qui fixent leurs règles. Oui, donc Qualifelec, Qualitionnaire. Bon, donc mais Ah, on avec voit leur que finalement, certification. est-ce qu'on peut se dire que ça pour Didier, que l'enjeu du coût matériel, formation, n'est rien eu égard de l'investissement qui sera fait pour développer une action commerciale dans un projet? Ah oui, c'est clair, oui, c'est plus un investissement en temps, naturellement. Bon, l'électricien, pour venir à une formation d'une journée, eh bien, doit se libérer une journée. Donc, il faut d'abord qu'il prenne conscience de la nécessité de le faire. Mais après, c'est effectivement pas le coût de la formation en tant que tel qui est impactant et les gains qu'il peut y avoir de productivité derrière, tout simplement parce qu'ils sauront faire et ils ne balbutieront pas. Alors là, je parle pour les formations non obligatoires, mais pour les formations obligatoires, elles s'imposent naturellement. Tous les gains de productivité qui pourront être faits vont largement compenser le coût de la formation en tant que telle. J'avais une question de Vincent. Allez, on passe à quelques questions. Ces valises, c'est plutôt pour Jean-Michel, permettent-elles les tests plug and charge avec l'identification du véhicule? Bon, c'est un peu. Là, c'est pour répondre à Bernard. Je ne sais pas répondre, pour être honnête. Donc, mais bien sûr, on peut me contacter et je trouverai la réponse. Mais c'est vrai que
c'est ce que je dis, aujourd'hui, on est vraiment sur une phase où les produits vont se spécialiser de plus en plus. Alors, les produits vont se spécialiser par rapport à des évolutions de normes internationales sur le matériel, vont se spécialiser sur les évolutions de normes de sécurité, hein, puisque ça bouge pas mal. Et puis, si après, il y a des protocoles de communication qui sont internationaux, c'est assez facile pour les fabricants d'appareils de mesure de s'adapter. Quand on commence à rentrer dans des schémas où il y a des protocoles ou des modes de fonctionnement qui sont un peu plus locaux, c'est-à-dire qui peut être amené par une réglementation nationale ou porté peut-être par une association, ou alors qu'on descend à un niveau où les protocoles, il y a des spécificités qui sont ouvertes à des fabricants, à ce moment-là, ça complexifie bien évidemment le travail des fabricants d'appareils de mesure parce qu'ils vont devoir être de plus en plus pointu sur la capacité à répondre à telle ou telle exigence de performance ou de fonctionnalité. C'est des choses qu'on suit, mais voilà, il faut regarder au cas par cas le sens de ce type de questions. Juste sur le coût de la formation, on vient de s'en toucher 2 mots. Il ne faut pas oublier que là, on est dans le cadre de la transition écologique et énergétique, que c'est pour les OPCO une priorité en termes de FNE, et donc il y a des fonds pour FNE, alors pour donner l'acronyme. Fonds national européen, Ouais. et qui permet aux entreprises d'en bénéficier. Donc, on va dire que les sujets de transition écologique et énergétique sont aussi accompagnés par des fonds. Donc là, il Ah, ça, faut c'est important, aussi important de le dire. Donc, c'est financé, toutes ces formations sont financées. il Hein. faut voir à quelle hauteur. Et donc là, il y a une prise de contact à avoir avec son OPCO, l'OPCO, c'est l'organisme qui accompagne le financement des entreprises. Et en l'occurrence, je crois que ce sera beaucoup Constructis dans le cas présent. Et les équipes de Constructis, pour assez bien les connaître, sont toujours de bons conseils auprès des entreprises. Donc, je pense que ça vaut le coup de prendre contact avec son OPCO Constructis. Il y a une question de Stéphane. Est-ce qu'il y a des obligations de maintenance sur les bornes en fonction des modèles, en fonction des constructeurs? Didier, vous avez Ah, à ma connaissance, il y a des obligations de maintenance sur les bornes qui sont ouvertes au public. oui, pas les autres. Hein. Pas Il au y a des niveau. recommandations qui sont faites aux. Il y a pas d'obligation de maintenance, effectivement, sur une borne individuelle ou sur une borne en copropriété. Bon, après, dès lors qu'on est sur des bornes communicantes, forcément, il y a une nécessité de s'intéresser à la vie du produit et et la conservation du produit en bon état de fonctionnement plus forte. Jean-Michel? Je crois que les opérateurs ont des obligations de taux de disponibilité de leurs bornes dans leur convention. Je ne sais pas si Bernard a les infos, mais Alors, plus ou moins. obligation, je dirais non, mais ils ont une obligation commerciale parce que ces gens investissent. Ouais. Donc, si la borne ne fonctionne pas, il n'y a pas de revenus. S'il n'y a pas de revenus, l'investissement est pas très profitable. Donc, de fait, par le commerce, il en est fait, oui, il y a une obligation de maintenance. Alors après, on parlait de maintenance, je pense que comme sur d'autres appareils, il y aura différents types de maintenance. Il y aura peut-être probablement la première personne qui sera la plus proche qui viendra mettre en sécurité. Pour être sûr, s'il y a un camion qui rentre dans une borne et que la borne elle est couchée, ben que déjà il n'y ait pas de danger pour les gens qui sont autour. Il y aura peut-être après une deuxième intervention ou quelqu'un qui va venir qui va dire bon, voilà le diagnostic, voilà ce qu'on peut faire. Évidemment, il y a de la communication, donc en général les gens savent à distance ce qui s'est passé. Et puis si vraiment ça devient un pointu, problématique et que c'était un dysfonctionnement, je dirais, lié à la fabrication propre de la borne, sur des bornes un peu complexes d'essai, à ce moment-là, c'est peut-être le fabricant qui va se déplacer. Mais je ne vois pas d'obligation en tant que telle. Néanmoins, commercialement, c'est vital. Quoi. Il y avait, je ne sais pas si c'est encore le cas, des obligations de contrat de maintenance associées à des subventions. Je sais que Ah j'ai oui, vu c'est ça. autre chose. Parce que moi, Ça, c'est autre j'ai chose. installé une borne il y a 5 ou 6 ans, il y avait une ligne Absolument. obligatoire contrat de Absolument. maintenance. Donc ça, c'est Et quand j'ai demandé à l'électricien c'était quoi, il m'a répondu c'est obligatoire. Voilà. Absolument. Mais il n'était pas en mesure de dire quel Absolument. était le contenu du contrat de maintenance. Oui, j'allais aller dans le même sens en disant qu'effectivement, il peut y avoir des obligations de maintenance du fait des maîtres d'ouvrage, notamment sur la voie publique. Aujourd'hui, lorsque un syndicat d'électrification, par exemple, lance des appels d'offres pour l'installation de bornes de recharge sur la voie publique,
très souvent aujourd'hui, il y a la nécessité d'une maintenance qui Ah est oui, qui est associé. associée. Donc, vous ne pouvez pas répondre si vous ne proposez pas, en plus de la prestation d'installation de la borne, une prestation de maintenance. Oui, donc l'électricien doit être formé à la fois à l'installation et à la maintenance. Alors, il y a des entreprises qui se spécialisent dans la Ouais. maintenance. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de clients qui étaient sur des sujets de systèmes, je sais pas, par exemple, d'automates bancaires, par exemple. Où ils font de la maintenance d'automates bancaires. Bon, bah, dans leurs axes de diversification, ils font de la maintenance de bornes, mais ils installent pas. Voilà. Ah oui, donc il y a des entreprises qui viennent d'autres univers, c'est ce que j'entends, c'est qui viennent, qui sont pas l'électricien et qui viennent se déployer leurs compétences sur la maintenance. Oui, pour compléter, effectivement, il y a un programme C2E qui s'appelle Advenir. Voilà, donc ce programme-là facilite l'installation de bornes, etc. Et pour bénéficier de ce programme, dans le process, vous avez un certain nombre de choses à réaliser, dont un contrat de maintenance pour 3 ans dès l'installation de la borne. Ah voilà, c'est dans le cadre du programme à devenir, donc on a la réponse. Je crois qu'il y a des questions, on va vous donner la parole. Vous avez aussi, Bernard, vous avez mis dans vos diapos, bon, le public pourra les télécharger, des infos sur les aides. Hein. Oui, et je ne sais pas si depuis hier soir, c'est toujours valide. Ah, bon, J'espère. il faudra attendre. Monsieur, alors on va vous donner un micro. Voilà, Morgane va vous transmettre un micro. Voilà, on va vous donner un micro, peut-être vous présenter et poser votre question. Bonjour, je suis Steve Memoun, Société Électronique France. J'ai 2 questions. Quand j'entends effectivement ce qui vient de se dire ce matin, je m'aperçois que sur la partie formation, il y a des choses qui se cumulent, principalement pour l'IRVE, alors, par l'AFPA, par Michaud, par le Consuel. Pourquoi ne pas avoir une réflexion plus globale et de se dire aujourd'hui, on fait une intervention IRVE, enfin en tout cas on forme des gens à l'IRVE, qui doivent passer par, une connaissance du Consuel, une connaissance des obligations, on va dire, je vais aller même encore plus loin. Est-ce qu'il ne faut pas des technico-commerciaux qui puissent effectivement suivre l'ensemble d'une installation ou d'un projet? Vous parliez tout à l'heure de 26 fonctions, en tout cas 26 étapes pour pouvoir avoir la validation, en tout cas la compréhension d'une infrastructure globale. Donc pourquoi effectivement ne pas avoir une réflexion plus large, de se dire, il y a la formation de quelques heures, de quelques semaines, il y a des obligations au niveau du Consuel et il y a également une connaissance électronique, électrotechnique pour l'IRVE. Ça, c'était la première question. Vous aviez une deuxième Oui, question et on la va prendre les deuxième, deux, oui. voilà, pardon. Et la deuxième question, elle est plutôt liée, comment dirais-je, à justement cette connaissance de maintenance qui est liée, en fin de compte, à tout ça. Pas pouvoir rajouter une couche maintenance. Et j'entends parler de métrologie. Bon, il s'avère que Electronic fait de la métrologie, entre autres. Mais c'est de se dire, voilà, il faudrait avoir un spectre beaucoup plus global pour pouvoir avoir des techniciens et des formations beaucoup plus importantes et plus approfondies, vu l'évolution des infrastructures qui vont être installées dans les années à venir. Merci pour votre question. Je rajoute en commentaire, c'est qu'effectivement, quand on a un électricien qui est formé pour 20 personnes, on peut se poser la question d'avoir une formation, une compétence globale sur tous les sujets. Je vous laisse répondre alors, Fabrice. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une question que je me suis posée en écoutant les collègues, là, en me disant, mais comment ça interagit comment on interagit, parce qu'on j'en faisais un peu des clins d'œil les uns les autres. En tout cas, à mon avis, alors, je ne sais pas si c'est au niveau de qui rend visible justement l'écosystème de la formation pour qu'on y voit plus clair. Parce que souvent, quand on regarde la formation, que ce soit la formation en tant que telle ou ses financements, ça peut paraître la jungle. Donc, on a intérêt à simplifier et à rendre compte de l'écosystème. C'est tout l'intérêt aussi d'avoir une association comme l'AVER qui donne du sens et de la visibilité, à mon avis, mais qui, du coup, c'est aussi une responsabilité individuelle. Je me suis posé la question. C'est-à-dire comment, effectivement, ça interagit. Je crois que c'est le mérite aussi de ces petits événements, c'est que, du coup, ça met en relation. Mais je crois qu'on a beaucoup parlé de connexion et la connexion, elle commence par nous. Donc là, je crois qu'on va avoir une petite réflexion, je te vois sourire, mais de se dire comment on se connecte pour donner encore plus de visibilité aux entreprises et que quelque part, la connaissance de l'offre supplémentaire, moi, ça m'intéresse, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le commerce, parce que ça rejoint certaines de nos préoccupations, de se dire à un moment donné, qui rend visible tout ça. Je crois qu'on a vraiment des problèmes d'orientation
questions dans notre pays qu'on essaye tous de résoudre les uns et les autres pour donner plus de visibilité sur les modalités de formation. Et votre question, elle tombe à point nommé. Mais du coup, je pense que c'est un objectif là qu'on doit se donner. Didier? Non, c'est effectivement une très bonne réflexion. Et vous nous mettez un petit challenge là, mais c'est un bon challenge. Donc, Ouais, c'est peut-être Bernard, pour vous donner le micro, mais c'est peut-être à l'avers alors du coup de dire, OK, on intègre, tout ça dans un seul processus et finalement et on met des aides aussi derrière, aussi, les OPCA ou les OPCO, viennent aider? Oui, alors c'est clair, hein, je pense qu'il y a un sujet. Alors, est-ce qu'on va aller à l'intégration? Est-ce que ça va être segmenté? Ça sera la conclusion de l'étude, mais c'est clair qu'on doit amener une réflexion de façon à être beaucoup plus pertinent et en allant voir les installateurs en disant: «Venez», aux gens qui recherchent de l'emploi ou une transition dans leur carrière, «Venez dans le métier, ça a du sens en installation, en maintenance et voilà les outils qui sont à votre disposition», en les réalisant, en les présentant de la manière la plus compréhensible possible, de façon à ce que chacun puisse aller faire son marché et trouver ce qu'il cherche. Juste une petite- si on se compare à d'autres secteurs par rapport à la question qui est posée, c'est souvent le rôle des clusters. Quand on travaille avec des clusters, et une des missions des clusters, c'est aussi de travailler justement sur la mise en connexion de l'écosystème et de l'environnement. Jean-Michel? Enfin, la remarque est intéressante, cependant, je crois qu'il faut aussi laisser de la place au marché, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que là, le législateur a souhaité dire si vous êtes électricien, que vous voulez installer des bornes IRVE, et voilà, il y a un minimum requis, et donc ça impose une formation, une qualification, ce qui est une bonne chose, parce que dans le domaine de l'électricien, moi je me rappelle, il y a 10-15 ans, on disait n'importe qui peut devenir électricien, on lui demande rien. Bon, depuis, il y a eu des notions de qualification volontaires qui ont été mises en place. Maintenant, on a des qualifications obligatoires, donc ça permet de définir un socle commun. Mais après, il y a tellement d'innovation de la part des fabricants les fabricants, il y a d'autres écosystèmes comme les télécoms ou l'informatique, où c'est les fabricants qui vont ensuite certifier leurs installateurs. Je ne sais pas si c'est le cas dans le domaine de l'ERVE, mais ça veut dire qu'il y a un marché concurrentiel qui se fait sur la notion de certification, de formation des installateurs. Et quand on est installateur d'une certaine marque, on est certifié dans cette marque, on va avoir le cursus de formation qui est proposé par l'écosystème de ses fournisseurs, en plus des éléments obligatoires. Mais si on commence à dire il faut que tout le monde soit formé de la même façon sur les équipements, etc., ça va créer un carcan qui, à mon sens, ne va pas aider à l'innovation. Voilà. Oui, et puis d'autant plus qu'on a besoin de beaucoup de monde aujourd'hui, donc il ne faut pas fermer non plus avec un dispositif trop complexe. Oui, Fabrice? Oui, je voulais rajouter, du coup, vous m'y faites penser, vous nous avez posé une question tout à l'heure, c'est est-ce qu'on trouve du travail après la formation électricien? Il y en a combien qui trouvent du travail? Ce que je tiens à dire, c'est que sur les électriciens, c'est beaucoup de personnes en reconversion qui ont déjà un premier métier, dont des commerciaux. Et leur projet, il est double. C'est à la fois de devenir électricien, mais aussi de créer leur entreprise. Donc on a beaucoup aussi de personnes qui viennent nous voir avec ces deux projets. Je veux devenir électricien pour créer mon entreprise. Bernard, oui, peut-être. Non, vous preniez le micro. Voilà, bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Allez, j'en prends une petite dernière, mais qui était un peu technique. Comment la borne de recharge gère-t-elle les variations de tension dans un réseau instable sans endommager les véhicules? Alors voilà, c'est hyper technique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la réponse? Est-ce qu'il y a des cas où il y a des réseaux qui sont pas très stables et donc du coup, ça pose des problèmes sur les bornes? Moi, j'ai pas la réponse, mais j'imagine que les normes qui régissent le fonctionnement des bornes définissent des gammes de fonctionnement, la qualité de signal électrique, et donc que ce soit en amont, c'est-à-dire côté réseau, qu'en aval, côté de la voiture. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, mais les appareils de mesure ont joué un rôle colossal dans toute la mise au point de l'interopérabilité entre les bornes et les voitures, et entre les bornes et les réseaux, et entre les bornes et les réseaux de télécommunications. Donc cette interopérabilité, on est sur un système complètement interconnecté avec des fabricants différents. Et en gros, l'interopérabilité, c'est de dire, voilà, les deux sont conformes à une norme, on se branche ensemble, ça marche. Okay. Mais avant d'en arriver à ce stade-là, il faut que les fabricants des différents éléments assurent cette interopérabilité. Donc là, par exemple, je connais un fabricant qui, tous les ans, fait
organise des semaines de tests d'interopérabilité. Donc tous les fabricants de voitures viennent, tous les fabricants de bornes viennent, et ils font un grand raout, et puis ils font des barbecues, et ils testent si tout ça, ça fonctionne. Mais en parallèle, il y a les gens qui font évoluer les normes, qui disent « Ah oui, mais on en profite pour améliorer la version 2, la version 3, la version 4 de la norme. » Et tout ça, ça prend beaucoup de temps à se mettre en place. Et dans ces éléments-là, évidemment, on s'assure que la qualité du signal, la qualité de l'énergie ne va pas... L'interopérabilité, c'est pour que ça marche, mais c'est aussi pour que ça n'endommage pas l'autre. Hein. C'est pour éviter que la borne endommage la voiture et que la voiture endommage la borne. Donc tout ça, c'est pris en compte par tout l'écosystème des fabricants, mais c'est d'une grande complexité. Les appareils de mesure sont là au milieu pour aider à mettre tout ça au point. La réponse, elle est plus dans la norme produit de chaque borne. Ouais. Donc, il traite ces problématiques donc de tension et des surtensions. Bernard, oui. Oui, en fait, la borne, la première chose qu'elle fait avant d'autoriser la voiture à charger, c'est analyser la qualité du courant. Donc, on a sous tension, sur tension, on pourrait avoir des problèmes d'harmonique. On a parlé des problèmes de terre. Je suis conducteur d'une voiture assez ancienne, d'une marque française qui était extrêmement sensible à la terre. Et si la terre n'était pas bonne, la voiture ne chargeait pas. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la première chose que fait la borne, c'est de vérifier la qualité du courant. Et si la qualité du courant n'est pas suffisante, la voiture ne charge pas. Voilà, donc on peut dire que c'est la borne qui va faire ce premier travail. Bernard, juste pour finir, on va parler l'année prochaine aussi de logistique. Là, tout à l'heure, vous en avez parlé. Donc, les camions, hein, on voit qu'il y a quand même un marché qui est en train de se développer et donc des nouvelles compétences à avoir pour accompagner ces nouveaux marchés. Il y aura des nouvelles compétences et il y a de nouvelles contraintes. Par exemple, si on prend une flotte de véhicules lourds, l'amortissement se fait de manière beaucoup plus longue. Si on dit mon véhicule lourd, il va prendre l'autoroute, il va faire des kilomètres, il faut qu'il se recharge. Lui, il circule la semaine. Donc la semaine, on a besoin de beaucoup d'énergie pour charger rapidement ces véhicules. Est-ce que cette énergie va être disponible pour le week-end où là, les camions ne circulent plus, mais les voitures beaucoup? Mais on ne peut pas garer aussi les camions et les voitures sur les mêmes zones. Ça peut poser problème. Donc là, il y a toute une problématique de gestion d'énergie, de comment on réalise cette transition qui arrive. Donc on a des groupes de travail qui fonctionnent là-dessus à l'AVER, avec notamment une personne dédiée qui travaille que sur le transport lourd, pour essayer de trouver les meilleures solutions et puis d'éclairer nos chers politiques aux solutions à mettre en place. Eh ben voilà, donc c'est une petite transition que ça opère pour l'année prochaine, puisqu'on aura ensemble un sujet sur la logistique, parce qu'il y a des choses à travailler. On est fan de vélo aussi. On parlait de course à pied, Bernard, tout à l'heure. Maintenant aussi de vélo. D'ailleurs, on parlait un peu de vélo. On est fan de vélo puisque c'est aussi un élément de transition. Hein, il y a des trajets qu'on peut faire à vélo. Et on a mis en place une expo qui est un webtoon. Est-ce que vous savez ce que c'est, cher je sais que Bernard sait ce que c'est, mais vous autres, chers conférenciers, ce qu'est un webtoon? Non, j'avoue que là, vraiment, c'est à chaque jour un nouveau terme. Celui-ci, je l'ai pas. Ça a quelque chose à voir avec le cartoon, non Ah, c'est pas très loin. Moi, je sais ce que c'est qu'un testoon, mais Moi, j'avais envie de dire, c'est parce que vous êtes trop vieux. Alors, mais c'est quand même ceux qui ont 30 ans ne savent pas forcément ce que c'est un webtoon. C'est ce que regardent les jeunes aujourd'hui sur leur smartphone. Vous savez, ils regardent une BD sur le smartphone. Donc, la BD est en hauteur pour pouvoir la lire correctement. C'est les Coréens qui ont inventé ça, qui ont mis ça en place. Donc, on a mis ça, c'est sous forme de webtoon avec tous les bénéfices individuels et collectifs pour se mettre au vélo. On est en train d'y réfléchir sur d'autres univers, mais je ne veux pas dévoiler des choses complètement. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous.